Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors comme promis, on se retrouve pour le deuxième podcast Catch Club en compagnie de Yann Colby de Wrestling Clinic. Salut à tous, bienvenue sur ta chaîne Ali en fait, bienvenue au podcast Et bienvenue à et toi. merci à tous ceux d'entre vous qui se sont abonnés à Wrestling Clinic depuis la dernière fois, donc bienvenue aussi à vous les nouveaux venus de Wrestling Clinic. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Mustapha Catch Club? Alors aujourd'hui, on a un podcast consacré au Royal Rumble parce que cette semaine, voilà, on a eu un des meilleurs pay-per-view de l'année, un des meilleurs concepts en tout cas, on va dire, de l'année. Et donc, Le meilleur pay-per-view de l'année, le premier quoi. ouais. En tout cas, non, moi, comme je l'avais dit dans mes vidéos, j'adore le concept. Ce concept de match avec 30 catcheurs qui sautent par-dessus la troisième corde, comme dirait notre cher Christophe Ajuste. C'est toujours génial. Maintenant, justement, donc, on va passer sur la carte du Royal Rumble et en même temps, on va voir tout ce qui a découlé en fait de l'événement cette semaine parce qu'il s'est passé pas mal de choses, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Et on parlera également de quelques grosses news, notamment des départs qui ont eu lieu cette semaine. On peut parler de Dean Ambrose et notre fameux Kenta. Donc, on va revenir sur tout ça aujourd'hui. Tu sais ce que j'aime bien là, je remarque que ce soit chez toi ou chez moi, il y a une grande source de lumière, tu vois. Et on voit moins nos rides. On a l'impression d'avoir le teint un peu plus, tu vois, plus hydraté, comme si on mettait de la crème. Moi, j'aime bien, tu vois. Ça nous donne 10 ans de moins, presque. Moi, 10 ans de moins, ça me fait quand même avoir l'air d'avoir 50 ans. Donc bon, c'est pas parfait. Bon, t'es prêt? Bah, ouais. Je demande plutôt aux gens s'ils sont prêts. Vous êtes prêts? Bon, on va pas passer sur le pré-show. On va Je passer nous entends justement. pas. Est-ce que vous êtes là? Parce que le pré-show, je veux dire, on va pas trop parler dessus. On a eu des matchs, juste pour donner les résultats. Donc, on a eu un match très particulier par équipe au début avec Chad Gable et Bobby Roode contre Rezar et Dawson. Donc, en fait, un mix des AOP et des Revival. Le Est-ce but, que, est-ce que t'as capté pourquoi ils ont fait ça? bah en fait, comme il y a un des deux AOP qui est blessé, je pense qu'ils voulaient quand même mettre les deux équipes sur la carte du Royal Rumble. Donc, au final, ils ont pris 50-50. Mais ouais, non, sinon, je vois pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Je t'avoue que j'ai trouvé. Parce que j'ai vu après qu'il y avait. Attends, c'est qui? C'était Dash Wilder qui a pas catché, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai vu qu'il a posté un tweet genre vas-y, j'arrête, ça me saoule, un truc comme ça. Et a priori, certains diraient que le fait d'avoir mis Dawson en single, enfin tout seul en équipe, eh ben, c'était pour faire croire que l'autre arrêtait. Donc en fait, c'était pas forcément, enfin de ce que j'ai vu sur quelques sites US, que c'était pas forcément voilà, pour mettre les deux équipes ensemble, c'était pour faire genre storyline, l'autre va bientôt Ok. partir, quoi. D'accord. Ouais, mais en ce moment, de toute manière, ils font tout pour jouer sur tous les multiples départs potentiels à la WWE. Ce qui fait que justement, on a pas mal de mini-surprises en ce moment. Il y a clairement du changement, en tout cas, du côté de la WWE, depuis le speech des McMahon il y a un mois. Ça commence à s'installer petit à petit. On a pu voir un petit peu plus de nudité ces dernières semaines, même si c'était pas comme la Attitude Era, on va dire, d'il y a 20 ans. Mais bon, on a pu voir ça avec cette équipe. Il y avait Mandy Rose et Alexa Bliss. Cette scène incompréhensible, on a vu Alexa Bliss s'habiller en coulisses. Ouais, mais bon, moi, je pense sincèrement que c'est juste pour combler et puis que voilà, ils se sont dit, allez, qu'est-ce qu'on fait pendant une minute et puis on balance ce truc, quoi. Je pense qu'il faut pas voir plus que ça, surtout que la nudité de Mandy Rose, on l'avait dit dans le dernier podcast, la nana, elle est plus habillée dans sa chambre d'hôtel C'est quand vrai, elle attend le mec que quand elle est dans le ring. Donc, et c'est surtout vrai. que, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais SmackDown cette semaine, autant que je m'en souvienne, il n'y a rien eu de nudité avec Mandy Rose. Malheureusement pas, non. Il y a eu Zelina Vega qui était assez incroyable quand elle est venue parler à Rey Mysterio. Je veux dire, c'est une œuvre d'art, hein, on va pas se mentir. Mais D'ailleurs, ouais, non. tu connais Monsieur et Madame Stereo? Non, Non? Bah, ils ont un fils, non? il s'appelle comment? Bah, Rémi, je crois. Bon, allez, vas-y, commence avec ce Rumble. Allez, c'est parti. Donc, on a commencé avec le match féminin pour le championnat de SmackDown entre The Men, Becky Lynch et Asuka. Donc, bon, on va pas se mentir, on avait quand même les résultats du Royal Rumble en avance pour ceux qui suivent les sites américains, etc. Et le scénario était sorti comme quoi Becky Lynch allait sûrement perdre le match pour justement plus tard dans la soirée intégrer le Royal Rumble. Donc justement, on allait dans le match en connaissant plus ou moins le résultat, mais malgré tout, je trouve qu'elles nous ont quand même donné un bon match avec à la fin pas mal de séquences de soumission justement où elles enchaînaient Asuka Lock, Disarmer, etc. Donc malgré le fait de connaître le résultat, j'étais quand même assez
surpris de manière positive par ce match, on va dire. Maintenant, voilà, je me demande en fait contre qui va terminer Asuka à WrestleMania. Je sais pas si toi, tu as des idées. Je sais pas. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, perso, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dès le début qu'on voit les entrées des catcheurs. Pour une fois, il n'y avait pas un grand titantron et tout le bordel. J'ai bien aimé quand c'est un peu plus, comment dire, un peu plus intime. À l'époque du Madison Square Garden, à l'époque, je sais pas si tu te Carrément, souviens. Enfin, bien sûr que tu carrément. t'en souviens. Donc ça, j'ai bien aimé. Plus t'as vu les incrustes écrans là, toutes les animations et Oui, tout. Ça, c'était, ça, j'avais bien aimé. Sinon, mais moi, beaucoup de j'aimais. personnes qui ont insulté ce stade d'ailleurs. Moi, j'ai vu sur Twitter parce qu'ils Pourquoi? ont ils ont pas aimé justement le fait qu'il n'y ait pas de grand écran. Ils ont trouvé que la disposition était particulière. Je pense qu'il y a des gens aussi qui aiment pas trop le changement et qui n'étaient pas au courant en fait que, pour explication, c'est un stade de baseball. C'est pour ça en fait que la disposition était différente. Mais moi, je suis comme toi, j'ai bien aimé. Mais je pense pas qu'il y avait pas d'écran géant pendant le show. Ça, j'ai du mal à y Pas croire. au, pas au niveau des entrées, pas derrière les catcheurs en tout cas, non. Ah oui, ok, oui, mais ça, à la limite, enfin, franchement, on s'en fout parce que Ouais, sur les gros pay-per-view, enfin, voilà, on est allé à WrestleMania l'année dernière. T'as vu que quand on est à WrestleMania, on regarde jamais l'écran, enfin, les écrans d'entrée, ni à Raw, on regarde les écrans qui sont au-dessus du ring et exactement. lors de WrestleMania, à moins d'être super, super proche du ring, franchement, on regarde très très peu dans le ring. Même à WrestleMania 30, c'était les billets les plus proches. Je regardais les écrans. Donc voilà, WrestleMania, ça se regarde sur un écran, mais pas l'écran Ouais, des entrées. Donc bon, c'est pas si grave. Non, il y a quelques trucs que j'avais pas trop aimé dans ce match. C'est que je trouve qu'il y avait trop. Il y avait trop de choses dans le sens où elle passait pas assez de temps à vendre. Il y avait un topé, une espèce de topé arm drag. Il y avait. Alors ma mémoire n'est pas si fraîche parce que là on enregistre, on est vendredi matin parce qu'on n'a pas pu enregistrer plus tôt. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait le swinging neckbreaker depuis l'apron jusqu'à par terre. J'ai l'impression que les meufs, là, elles se sont tuées et j'ai eu peur sur ce moment-là, ouais. 10 secondes après, elles étaient de retour dans le ring, quoi. Quand t'as un spot qui est aussi chaud, il faut que l'arbitre, déjà, dans un premier temps, il gagne vachement de temps, qu'il sorte du ring, qu'il check sur les nanas pendant 3 heures pour leur faire gagner du temps, qu'il remonte dans le ring, qu'il compte super lentement. Bref, faut faire mousser le truc, tu vois. Là, elles prennent des risques inconsidérés et 20 secondes après, elles sont de retour sur la troisième corde en train de faire, enfin, voilà, en train de faire des folies. Ah, c'est vrai que sur le neckbreaker, j'ai vraiment eu peur parce que bon, j'ai pas trop compris. Toi, tu me diras, toi qui a plus catché. En gros, c'est quoi? C'est Becky Lynch qui a pas suivi le mouvement, non, quand Asuka est partie. Bah, c'est un peu les deux, ouais. L'impulse n'était pas super fluide de Asuka quand elle est partie. Et puis, elles n'avaient pas forcément assez de recul pour prendre appui avec les jambes sur les prones pour vraiment bien swinger. Parce qu'il te faut, grosso modo, quand tu fais un swing neck breaker, on va dire, tu quadrilles ton ring, t'es dans une case et tu vas tourner. Alors, soit tu vas retomber dans la même case, soit tu vas swinger un petit peu en l'air et tu vas tomber dans la case d'à côté. Seulement, il te faut des bons appuis, quelle que soit la configuration. Et là, elles n'avaient peut-être pas forcément les bons appuis. Donc, il y a d'une part Asuka qui est pas bien partie et forcément Becky Lynch qui a pas bien suivi ou pas bien anticipé. Bref, mais la chute était assez sale quand même, hein. Ouais, quand même, ouais. C'était un espèce de ça s'est transformé en semi-DDT en fait, vu la manière dont elles sont tombées. Donc Ouais. le choc, j'ai eu peur sur le coup pour Becky Lynch. Heureusement, tout s'est bien passé. Maintenant, donc Becky Lynch qui perd par abandon. Est-ce que c'est pas particulier? Ça a beaucoup fait débattre dans le sens où, bon, on est censé la faire gagner le Royal Rumble plus tard dans la soirée pour aller affronter Ronda Rousey, mais elle va aller affronter Ronda Rousey en ayant perdu et surtout en ayant perdu par soumission contre Asuka. Comment tu expliques ça? Est-ce que selon toi, c'est un petit peu la WWE en fait qui se dit, écoutez, vu qu'on lui fait gagner le Royal Rumble, de toute manière, tout le monde va oublier cette défaite très rapidement. Hum, Bah, d'une part, ouais, il y a déjà un côté catch moderne WWE où une demi-heure après, tu as déjà oublié ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, je pense que les mecs peuvent faire des choses sans qu'il y ait de suite ou de réelles conséquences parce qu'en fait, ils s'en tapent, quoi. Sinon, ça peut être une manière de la faire perdre pour builder de la tension à WrestleMania pour que Rousey ait quelque chose
sous la dent pour lui dire bah ouais ok cocotte c'est gentil mais t'as perdu par soumission contre Asuka et moi je suis meilleur que Asuka donc imagine comment je vais te soumettre etc. Enfin on peut le voir comme ça. Par contre en termes de comment dirais-je signification du truc, moi j'étais vraiment choqué que à SmackDown il n'y ait pas eu Asuka parce que là quand même elle a battu la allez peut-être la superstar numéro 1 de la WWE, allez peut-être. En tout cas, Je dirais aussi, au ouais. niveau des femmes, voilà, c'est sûr. Quoique, ouais, Rousey, bon bref. Rousey, c'est plutôt grand public, mainstream. Becky Lynch, c'est plus fan de catch, fan de la WWE. Mais ce que je veux dire, c'est que Becky Lynch, elle a quand même tapé contre Asuka. Donc Asuka, elle a battu Becky Lynch. Et ils ont rien fait de ça à SmackDown pour continuer à rajouter du crédit à la legacy de Asuka, tu vois. Parce que tu regardes le catch il y a 10, 15, 20 ans, même encore 10, quand quelqu'un bat un adversaire de haute qualité dans un match à grande importance, bah, forcément, ils vont tout miser là-dessus pour que, quelles que soient les directions de chacun, en tout cas, au moins le vainqueur, il en sorte grandi. Et là, Asuka, elle est même pas apparue à SmackDown. Donc, franchement, je sais pas ce qu'ils foutent, d'autant plus que pour la 3e semaine consécutive, c'est Becky Lynch qui commence le show. Donc, ok, il faut pusher Becky Lynch parce qu'elle va à WrestleMania, mais il n'en reste pas moins vrai que Asuka l'a battue. Et le problème, c'est que de là, bah, on se rend compte qu'en fait, les victoires et les défaites n'ont aucune importance à la WWE. Et si les défaites et les victoires, elles n'ont aucune importance, on n'est plus capable, enfin, ils ne sont plus capables de construire des stars par le produit, par ce qu'ils font dans le ring. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aucune star à la WWE à part Ronda Rousey, quoi. Mais j'ai trouvé une interview de X-Pac très intéressante cette semaine. C'était, je crois qu'il l'a fait hier dans son podcast, où justement, en fait, il parlait des départs de Dean Ambrose, Hideo Itami et un petit peu du roster actuel. Et je crois Eric Bischoff, en fait, a dit la même chose. C'était même plutôt Eric Bischoff qui disait que le départ de Dean Ambrose ne va pas être très important, dans le sens où ce que tu disais actuellement est vrai. En fait, il n'y a plus de superstar à la WWE parce que la star, c'est la WWE. La star, c'est la marque, c'est la fédération. Et peu importe qui vient, qui part, ça ne changera rien. Et en fait, tout ça, selon Eric Bischoff, c'est une politique de Vince McMahon parce que Vince McMahon s'est rendu compte qu'il ne peut pas compter sur les gens. Il a vu ça avec Steve Austin, qui l'a quitté en pleine gloire, avec The Rock, qui l'a quitté en pleine gloire. Après, malheureusement, ça, c'est pas pareil, mais je veux dire, même Roman Reigns, dans un sens sur qui il a vraiment misé, sur qui il souhaitait builder la fédération, bah, malheureusement, à cause d'une maladie, il est parti aussi. Et par contre, Reggie Bischoff a dit que vous avez vu quand Roman Reigns est parti, et ben, la machine ne s'est pas arrêtée pour autant, même si c'était le numéro 1. Le lendemain, tout de suite, la WWE continue, parce que comme tu l'as dit, en fait, les gens maintenant sont échangeables, interchangeables à la WWE. Ben oui, oui, c'est certain. Après, quand Reigns va revenir, peut-être qu'il va être. Enfin, ouais, je pense qu'il sera transcendé au niveau de grosses superstars. Ça risque d'être incroyable. Par contre, là où je suis pas forcément d'accord avec Vince McMahon, si c'est effectivement sa vision, ouais, d'une part, c'est clair qu'il y a tellement de catcheurs que tu en enlèves un sur 250, voilà, ça ne change que dalle. Parce que oui, comme tu dis et comme ils disent, c'est clair que sans la machine WWE, les Dean Ambrose, les Finn Balor, les Seth Rollins, etc., je suis pas sûr qu'ils existeraient en tant que ce qu'ils sont vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Par contre, là où je pense que Vince devrait un petit peu plus se rappeler ce qui a fait son succès, c'est que c'est qu'il faut pas qu'il mise trop sur la WWE pour être la marque qui attire les gens et qu'elle emploie des, des pièces d'un puzzle. Tant que le puzzle est complet, on s'en fout tant qu'il y a des pièces, tu vois, qui sont interchangeables, comme tu as dit. Par contre, quand on parle de grosses superstars, John Cena, Rock, Austin, Hogan, eh ben, de toutes les époques, ça a toujours été synonyme de boom au niveau de business. Donc, je pense que c'est pas non plus judicieux de croire à 100%, c'est peut-être pas le cas. Hein. Enfin, faut pas sous-estimer toutes les nuances que Vince est capable d'apporter à son C'est propre sûr. business, mais il faut pas oublier que il a tout intérêt à ce qu'un jour un mec explose et qu'il devienne un nouveau Austin, un nouveau Rock, parce que même s'ils sont pas forcément fiables, encore que le Rock et Austin
Ils sont pas non plus partis. Austin n'est pas parti le mois après WrestleMania 14. Hein. Il a quand même il a tiré sa bourre. Mais si un jour il y a un mec qui explose, faut pas oublier que à l'époque, Austin et Rock, ils étaient là et c'est eux qui ont permis à la chose d'exploser. Même s'ils sont partis plus tard, il en reste pas moins vrai que c'est eux qui ont été le moteur de la WWE. Donc je peux pas imaginer Vince qui se dise je veux pas un nouveau Austin, je préfère plein de mecs interchangeables parce que de toute façon c'est moi qui fais les règles, c'est la WWE qui fait les règles. WrestleMania ça se vend parce que c'est WrestleMania, pas parce qu'il y a X match. Donc dans les faits effectivement tout est interchangeable, mais niveau business et niveau vision long terme, ouais comme je te dis, hein, tout le monde a tout intérêt à avoir une putain de star qui explose, qui sort de pas qui sort de nulle part, mais ouais, qui se retrouve dans les shows de télé et qui dépasse le spectre du catch, quoi. Ah, c'est clair, ça change tout. Ça change tout quand tu as une espèce d'égérie, on va dire, en locomotive. Moi, je trouve que ça se voit encore plus à l'UFC, en fait, parce que je regarde pas mal l'UFC. L'UFC, en fait, bah justement, maintenant, ils essaient de créer des personnages et montrer le charisme des lutteurs pour essayer d'avoir, comme tu l'as dit, quelqu'un qui va devenir une méga star, parce que ça fait vendre tout simplement 10 fois plus de pay-per-view, de merchandising, de billets pour les salles, etc. Et quand l'UFC n'a pas de personnes comme ça, bah, tu vois il y a vraiment un désengouement des gens par rapport à la fédération, parce que par contre, la fédération n'est pas encore aussi forte que la WWE. Il n'y a pas 30 ou 40 ans derrière, ce qui fait que ben, les gens ne vont pas regarder un show UFC s'il n'y a pas une grosse star, en fait. Alors qu'au final, la WWE, tu le regardes tout le temps maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est clair. Espérons pour eux qu'il y ait une grosse star qui ressorte, parce que depuis Cena, quand même, Cena, c'est vraiment la seule dernière superstar qu'ils ont réussi à créer, selon moi, quoi, je pense. Bah oui, oui, c'est le seul. Hein. Ouais, non, C'est c'est ça. le... Randy Orton s'en approchait un petit peu, et encore, ils l'ont jamais mis au même niveau que Cena, clairement, tu vois. Alors que, voilà, Orton avait quand même les épaules, je pense, pour pouvoir être une méga star aussi, tu vois. Ouais. Oui, et je pense que trouver la star, c'est comme trouver la femme de ta vie, quoi. Tant que les mecs Ouais. ils vont essayer de chercher, ils trouveront jamais. Il faut qu'ils laissent les choses se faire de manière organique, mais ça, ils peuvent plus le faire à cause des sponsors, à cause des contrats télé. Donc c'est là que ça devient où le serpent se mord un petit peu la queue, c'est qu'ils devraient laisser les gens s'exprimer de manière improvisée, ouais, naturelle, qu'ils soient simplement l'extension, la super extension de ce qu'ils sont vraiment dans la vie. Et puis c'est là qu'il y a quelqu'un qui va percer. Mais le problème, c'est que le système actuel ne permet pas ça. Puis Donc, tester des choses aussi. Je sais pas vraiment si j'ai raison, tu me diras, mais en parlant de système actuel, l'autre jour, j'ai écouté une interview de Rey Mysterio qui parlait en fait de son premier match à la WCW. Et il racontait que c'était lors du pay-per-view When Worlds Collide, tu sais, WCW contre, c'était la triple A, je crois. ouais, Et, et triple en, A, ouais. et en gros, il disait, moi, mon premier match à la WCW aux États-Unis dans une fédération majeure, ça a été en opener de pay-per-view devant des millions de personnes. Et les gens ont adoré et j'ai explosé derrière. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a plus ça. On donne plus cette chance parfois aux gens d'arriver directement dans le roster principal et de faire leurs preuves et d'exploser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu peux plus faire ça. C'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est que tout le monde doit passer par NXT, tout le monde doit passer par une phase où au final, on s'acclimate aux gens, ce qui fait qu'il n'y a pas l'effet de surprise. C'est dommage. C'est dommage un petit peu. C'est ça le problème, c'est que ce qui faisait le. Je vais voir, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne Wrestling Clinic, je vais voir si je vais faire des reviews de shows d'il y a 10 et 20 ans. J'ai téléchargé un pay-per-view de février 1999, St. Valentine's Day Massacre. Et vous allez voir, si je fais les reviews, vous allez voir qu'en fait, ce qui faisait la richesse des shows, c'était la complémentarité de tout et de tous. Et c'est pour ça qu'on pouvait prendre un Rey Mysterio qui avait déjà plusieurs années de bouteille, dont on était persuadé du talent, et on sait qu'on pouvait, avec toute la confiance du monde, le balancer en pay-per-view, et on sait que ça allait bien sortir, parce qu'il est différent, complémentaire, et que ça allait nourrir le show. Aujourd'hui, ouais, comme tu dis, il faut que les gars soient formatés, parce que le style de catch WWE, c'est qu'un style de catch. Et c'est d'autant plus frappant quand on a regardé des matchs comme Rey Mysterio Andrade, quand il y a autre chose que le style WWE, et ben là, tout de suite, ça sort du lot, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors que, au final, c'est des prises que tu vois tellement partout dans d'autres fédérations, ce qu'ils ont fait quand même Andrade et Rey Mysterio. Mais Ouais. quand tu vois à la WWE, c'est incroyable. Ça t'étonne parce que ça change totalement de tous les autres matchs. J'en Ça avais parlé. t'étonne, comme disait Ça Alexa t'étonne. Bliss.
Mais écoute, ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai. J'en avais parlé dans plusieurs de mes reviews où maintenant, vraiment, il y a un style VVE. Et quand tu regardes plusieurs matchs à la suite, vraiment, tu te rends compte que parfois, c'est pas que ça se ressent, mais oui, en fait, il n'y a rien qui va ressortir du lot. Et dès qu'il y a quelque chose de particulier, ben, c'est incroyable et on est trop content. Et c'est pour ça que ça a super bien marché, Mysterio et Andrade. Et ça se voit aussi quand tu. Admettons que tu aies tout regardé, là, tout ce qui s'est passé depuis 5 jours. NXT, le Rumble, Raw, SmackDown, 205 Live. NXT, c'est clairement différent. Parce que, effectivement, d'une part, c'est pas la même cible, mais il faut qu'on parle du Rumble aussi. Hein. Donc, ouais, NXT, parce que les gars, ils ont le droit de faire leur style à eux. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avant d'être entre guillemets formatés. Par contre, franchement, quand tu te tapes 7 heures de Rumble, parce que le show en lui-même, c'était 4h53 et il y avait 2 heures de pré-show, hein, c'est ça? Mhm. Ouais. Ensuite, tu te tapes 3 heures de Raw. Ensuite, tu te tapes 2 heures de SmackDown. Hormis le cadre qui peut être un peu exceptionnel, comme le Rumble avec un grand stade, des animations différentes, une ambiance différente, mais de manière générale, il y a pas de diversité. Et finalement, c'est pour ça qu'aussi tout tombe dans l'oubli, c'est parce que tout est pareil et il y a trop, quoi. Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Enfin, on est allé à WrestleMania une fois de plus l'année dernière. Hein. C'était déjà en live, bon, t'es surexcité, mais il faut quand même avouer que c'est super long, quoi. C'est super long. Et je sais pas pourquoi. Il y a WrestleMania, donc il y a l'aura, il y a l'excitation, il y a tout quand tu es sur place. Mais quand tu regardes à la télé, pour moi, tu peux pas regarder 7 heures de show. Et le Rumble, quand j'ai lancé mon truc, j'ai vu c'était 4h53. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que. Enfin, j'ai autre chose à faire, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai envie de regarder le show parce que. Non, mais tu vois, j'ai envie de regarder le show parce que j'ai envie de le voir. On va en parler dans le podcast. Donc voilà, ça va être cool. Et puis, voilà, c'est quand même le catch, quoi. Mais 4h53, tu vois, il n'y a pas. Pour que ce soit exceptionnel à WrestleMania, je dis pas, mais faut pas faire aussi long sur d'autres choses. Ça marche pas, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord et beaucoup de personnes en avaient parlé sur Twitter aussi. C'était, j'aime pas dire trop long parce que voilà, j'aime pas me plaindre du fait qu'on ait trop de catch. Si, dis-le, c'était trop long. Mais ouais, c'était un petit peu 1 heure. Il y avait au moins 1 heure en trop. Comme tu l'as dit, je veux dire 2 heures de pré-show, 5 heures de show. Moi en plus, j'étais en live pour fêter l'anniversaire de la chaîne 2 heures avant le pré-show. Donc je me suis tapé 9 heures de catch de suite dimanche soir. Et à un moment, je l'ai tweeté d'ailleurs, c'était après le Royal Rumble féminin. Il était 4h30, je crois, à ce moment-là, ou 4 heures. Oh Et merde. j'ai fait merde. Là, il nous reste encore 2 matchs de championnat et le Royal Rumble masculin. Et j'étais épuisé. J'étais épuisé parce que trop d'émotions durant le Royal Rumble féminin et Ah honnêtement, bon? ah ouais, j'étais vidé et je sais que beaucoup de personnes étaient comme moi. Je veux dire, on n'a pas du tout suivi le match entre Daniel Bryan et AJ Styles. Ouais, Mais ouais. alors, ce match, il est passé à la trappe parce que personne ne pouvait se concentrer à ce moment-là. Tu viens de vivre quelque chose de trop important, intense, et tu redescends. Tu es en période de redescente. Donc, à ce moment-là, normalement, il faut un filler match. Quelque chose qui va juste remplir le temps entre deux gros matchs pour te faire redescendre, tu vois. Malheureusement, là, le filler match, c'était AJ Styles contre Daniel Bryan pour le championnat du monde. Donc, Ah ouais, c'est ça aussi. Ils bookent plus. Tous les shows ont vocation à être des méga pay-per-view surchargés, un peu comme NXT. Mais NXT, au moins, ça a le mérite de durer que 2h30. Donc, au moins, ça se termine bien, tu vois. C'est c'est à clair. fond, 2h30, mais après, on arrête. J'en reviens au pay-per-view d'il y a longtemps. C'était toujours booké, comme tu dis, il faut qu'il y ait un filler, un match entre guillemets qui serve à rien, quoi. Pour que tu ailles te servir un verre de coca, ceux qui sont au stade, qu'ils aillent pisser un coup. C'est pas méchant, c'est juste que c'est la nature humaine, on en a besoin. On peut pas être. C'est comme quand t'es au lycée, tu peux pas avoir cours pendant 12 heures par jour, t'es obligé d'avoir des pauses. Enfin, c'est normal, on peut pas être Bah, méga concentré pendant 7 heures. Et le aujourd'hui, gros problème, ils le font plus. Hein. le gros problème au final, c'est que les matchs féminins sont devenus intéressants. Bon, ça c'est toi qui le dis. Allez, pour ceux qui sont pas au courant, Yann n'est pas à fond catch féminin. Non, ça s'améliore quand même, mais j'étais toujours énervé de voir autant de catch féminin à l'époque où c'était les divas et compagnie. À Voilà. l'époque, en tout cas, c'est clair que tu plaçais deux divas match, ben, c'était les pauses pipi, hein, soyons honnêtes, je veux dire. Alors Ouais. que maintenant, non. Maintenant, non. Les deux matchs féminins, c'était deux matchs assez C'est intéressants. pause caca, parce que les matchs sont plus longs. Allez, on enchaîne. Donc, Becky Lynch, Asuka, on a fait le tour. On Ouais, enchaîne. vas-y, tag match. Tag match. Alors, tag match, honnêtement, moi, personnellement, mon impression du match, c'est que le match était vraiment pas mauvais. Je veux dire,
Demise, c'est bien joué et Demise, en ce moment, est vraiment à l'appui de la foule, donc j'aime bien. On n'avait pas Miz, Daddy Miz qui était au bord du ring aussi. Donc voilà, je veux dire, ils ont joué sur ce côté émotion, famille. Mais personnellement, en fait, moi, c'est ce qui m'a un petit peu fait déconnecter. Parce que j'arrive pas à accrocher avec ce délire de Miz qui veut trop rendre fier son papa et Shane McMahon qui est derrière à fond en mode ouais, vas-y, on est là pour rendre fier ton père, etc. Donc ça, je n'étais pas à fond dedans. J'ai bien aimé, voilà, Shane McMahon qui nous hypait le fait qu'il allait faire des sauts de la troisième corde, mais au final, heureusement, il n'est pas passé à travers une table cette fois-ci. Comme j'ai dit, franchement, des bumps comme ça pour Shane McMahon, qu'il le fasse une fois par an, ça suffit. Il s'est quand même fait un... Bien, c'est un spear qui s'est pris quand il faisait un coast-to-coast, je crois, à un moment. Non, 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 il est atterri. Mais ouais, ça, je voulais en parler. Ah oui, il a tenté le coast to coast et Cesaro l'a chopé tout de suite en. Comment ça s'appelle? L'hélicoptère là. Merde. Airplane spin? Airplane spin, ouais. Ah ouais. Et je sais pas si t'as capté d'ailleurs quand. Donc il l'a chopé tout de suite en espèce de Boston Crab, là, ou en tout cas au Ouais. début de position. Quand l'autre il l'a fait tourner, je vais pas compter les rotations, Shane il arrêtait pas de se tenir la tête. Ouais. Donc je pense qu'il s'est méchamment cogné la tête en atterrissant et les coast to coast, soit il faut qu'il les fasse, soit il faut qu'il les fasse pas du tout, mais il faut pas qu'il les tente et qu'il se fasse contrer parce qu'à chaque fois c'est le meilleur plan pour se faire défoncer. Ouais. C'était au, je sais plus quel Survivor Series là où c'était. Quand il s'était fait spirer là par. C'était quoi, 2017 ou 2016, je sais même plus. 2017. Ouais, quand il s'était mangé un spear de Roman Ah, Reigns, c'était ça c'était incroyable. C'était horrible, incroyable. horrible. Faut C'était. pas qu'il fasse ça. Non, il se prend des back bumps de 2 mètres quand il fait ça. Et honnêtement, le gars a près de 50 ans. Donc c'est quand même dangereux. C'est pas sûr que de faire ça, c'est pas safe. Un jour, il va se blesser bêtement dans le ring. Mais par contre, le truc où quand il fait le airplane spin, les gars se font ça, c'est pas la première fois que je le vois, je t'avoue, en fait. Du coup, je me suis déjà demandé si c'était pas un conseil que Cesaro leur donnait, en fait, avant de porter la prise. En mode, Mhm. tenez-vous la tête. Je sais pas pour quelle raison. Mais je t'avoue que c'est pas. Bah là, c'était un peu la danse des canards, quoi. Il a fait Mais qu'un bras, quoi. en tout cas, non, tu voyais que quand il est tombé, c'est clair, Shane s'est fait mal sur le coup. Après, voilà, un petit message par rapport au finish, en fait, parce que donc Shane McMahon est de mise nouveau champion par équipe de SmackDown. Ah bon? Incroyable, grâce à un shooting star de Shane McMahon. Et Yes. j'avoue que ça m'a un petit peu étonné, en fait, le nombre de personnes sur Twitter qui étaient en mode c'est incroyable. Shane McMahon qui fait les shooting star press, bravo, bravo, il mérite d'être champion. Je veux dire, ok, c'est clair, c'est Bon, incroyable. ça n'a rien à voir. C'est ça, en fait. Je veux dire, c'est clair que c'est très beau qu'un mec de 49 ans ait fait un shooting star press. Un shooting star press qui, honnêtement, en plus, était très correct. Je veux dire, il n'y avait aucun moment où on s'est dit qu'il allait se faire mal. Mais après, Avant. avant. Avant, moi, j'avais un petit peu les boules quand même, quoi. Quand je le voyais monter, je savais ce qui allait arriver. Je me suis dit, t'es Mais sûr, par Coco? contre, ouais, je veux dire, tu peux pas juste parce qu'il a fait un shooting star press dire, waouh, c'est incroyable, c'est un super catcheur, il mérite d'être champion du monde. Moi, la remarque que j'ai fait à ce moment-là, bien sûr, c'est ironique et c'est une blague, mais quand ils ont remporté le titre par équipe, je me suis dit à ce moment-là, putain, il y a les Usos, les New Day, Sanity et les Good Brothers, Gallows et Anderson qui doivent être posés au bar de l'hôtel, là, en train de boire une bière et qui doivent bien rigoler en voyant la scène. Parce qu'on nous vendait, en fait, le fait de rebâtir la division par équipe. Et pendant ce temps, on fait gagner le titre à Shane McMahon et The Miz qui en ont pas forcément besoin. Je te laisse donner ton avis, mais voilà, moi je suis pas pour The Miz et Shane McMahon champion. T'es pas pour? On dirait un nom de famille indien un peu, là. Pas pour, pas pour. Raj Papour. Ah, d'accord. Euh, Sachant que c'est court terme, ça ira. On ne sait pas quand ça va se finir. Ça va peut-être se finir à WrestleMania, peut-être même avant. Ouais, je suis pas forcément contre parce que ça donne un petit peu. C'est un peu différent. Par contre, là avant, tu parlais de Sanity. Hier, il y a un mec qui a mis un tweet. Alors, je sais plus quel catcheur. Sanity, on les a pas vus à la télé depuis le mois de décembre. Ça fait plus d'un mois et demi. Mais Les mecs, voilà, on sait pas. je crois qu'ils se sont plaints justement hier sur Twitter. Ok. Il y a un des mecs de Sanity qui a tweeté j'en ai marre, I'm fed up ou un truc dans le genre. Et un des autres mecs de Sanity qui a retweeté écoute, moi aussi, parce que justement, on les a pas vus pendant plusieurs semaines. Et en fait, c'était dans un article que j'avais lu sur Wrestling Observer ou un truc dans le genre, où le titre de l'article c'était plusieurs catcheurs se plaignent. Et en fait, Mhm. donc, tu avais deux catcheurs de Sanity qui sont plaints hier par rapport à leur traitement sur Twitter. Et tu avais aussi un des mecs de Revival qui disait
putain, Nia Jax, t'as réussi à faire en sorte que Dean Ambrose puisse être licencié grâce à une patate. Donc vas-y, frappe-moi aussi si ça peut m'aider à partir. C'est un des mecs des Revival qui a dit ça, tu vois. Et à ce moment-là, je crois que c'est Sasha Banks qui a encore une fois tweeté Take me with you. Prends-moi avec toi. Donc honnêtement, ça fait Ah pas ouais, mal. donc même au niveau de Sasha Banks, ouais, c'est pas rien quand même. Ça fait pas mal de catcheurs en ce moment qui tweetent clairement, ouvertement leur mécontentement contre la fédération. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va quand même mener à une ambiance un petit peu pesante en backstage quand tu sens qu'il y a 10 mecs qui ont plus envie d'être là. Tu vois ce que je veux Ah bah, dire? c'est clair. Donc, je sais pas comment ils vont faire, mais à mon avis, au bout d'un moment, ils vont quand même les laisser partir. Tu peux pas garder indéfiniment des gens qui sont pas contents d'être là. Bah, les laisser partir, faut déjà dans un premier temps qu'ils demandent à ce qu'ils soient libérés. Bah, apparemment, ça a quand même été le cas pour donc les Revival, avéré quasiment la semaine dernière. Et même si Maria Kanellis a nié le tout, on dit que Maria Kanellis et Mike Kanellis avaient également demandé à être libérés la semaine dernière. Mhm. Donc apparemment, voilà, ça commence à monter. Et comme on en parlera plus tard, 2 autres grands noms cette semaine. Ah bon. En tout cas, championnat par équipe, ouais, qu'est-ce que ça m'inspirait? Oui, non, le match, il était. Bah, là, pour le coup, ça, c'était un filler. Ouais, Voilà. c'est clair. Parce que c'était, voilà, ça durait quoi? 12 minutes, je crois. C'était sympa, sans plus. Ils n'ont pas cherché. Bon, Shane McMahon, il faut qu'il arrête avec ses coups de poing, une fois pour toutes, franchement. Non, mais je veux dire, c'est comme si tu demandes à Nia Jax de faire du son en hauteur, que je veux dire, c'est pas pour elle. Non, mais que chacun soit utilisé pour ce dans quoi il est bon, tu vois. C'est pas. C'est pas Donc, faux. donc il y a ça. Et puis, mais sinon, ouais. Par curiosité, j'avais aussi regardé quel âge il a Shane McMahon. Il a 49 ans. Bon, le mec, il a une putain de forme. Donc, au-delà du fait qu'un shooting star, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui mérite un titre, ça c'est juste que Shane McMahon, il sait faire deux trucs. C'est Trois ça. trucs. Le coast to coast, l'elbow de la troisième corde à travers la table et le shooting star press qui nous avait sorti la première fois au King of the Ring 2001 contre Kurt Angle. Donc, ok, il sait faire trois trucs, c'est normal qu'il les fasse. Et à la limite, c'est bien parce qu'il fait que trois trucs, mais il les fait super bien et il est un des seuls à les faire. Donc, ok, mais là où c'est quand même bluffant au niveau de sa forme physique, c'est donc ouais, 49 ans, donc disons 50. Est-ce que tu te souviens du premier pay-per-view ECW? Barley Legal? Ouais. Of course. Je Ouais. t'avais acheté la cassette. Ah, ça, sympa. Est-ce que tu te souviens de quel âge avait Terry Funk? Non, je veux pas dire de bêtises, mais je dirais ouais, la cinquantaine. Ouais, c'était 53. Et à 53. l'époque, est-ce que tu te souviens à quel point c'était, comment dire, vendu comme un pur vieillard qui est sur le retour pour la 53e fois Ah non, et qui mais est beaucoup trop vieux pour catcher, quoi. clairement, ce qui était pas faux. Ouais, c'est clair. Ce qui était pas Bon, faux. il était plus usé que Shane McMahon, quoi. Ah, je veux dire, tu pouvais le mettre à la ECW dans un main event, mais tu pouvais pas le mettre à la WWF ou un truc dans le genre, quoi. C'était terrifiant. Mais par Bah, contre, il a catché à la WWF après ouais, 90. en Chainsaw Charlie, mais je veux Et dire, Terry bon, Funk aussi. c'était des tag matchs assez hardcore, mais je sais pas si c'est là où tu voulais en venir, mais c'est à cette époque, voir Terry Funk faire un moonsault, c'était incroyable. Moi, Ouais. ouais, 10 ans, c'était incroyable. De voir ça, choc total, quoi, choc total. Ouais. Donc oui, tout ça pour dire que même si Shane McMahon met des coups de poing comme une petite fille, enfin je veux dire, en plus putain, attends, franchement, en 20 ans de catch, il a pas été foutu de faire une fois un cours de coups de poing avec je sais pas qui donne. Ah bah oui, tiens, on va en parler plus tard, hein, Jeff Jarrett ou Jerry Lawler, enfin des mecs qui mettent les meilleurs coups de poing de tous les temps, quoi. Donc ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je regarde mes notes, hein, les enfants, parce que On j'ai passe la à mémoire Rousey qui Banks. flanche. Rousey contre une autre mécontente, Sasha Banks. Bah vas-y, je te laisse commencer. Ah bah c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai noté, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Parce que je me souviens pas franchement. Ça allait. Non, il y avait si à un moment, je crois que Sasha Banks, elle a essayé de faire un espèce de topé arm drag et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je sais pas si c'était réussi ou pas. Ah, je me rappelle même pas, je t'avoue. Moi, je me souviens que le match m'a bien emballé à la fin. Que, encore une fois, c'était un match où on était persuadé, bah, on connaissait le vainqueur, je veux dire, mais malgré tout, j'ai quand même bien aimé le résultat à la fin et la foule était à fond dans le match. Donc, et encore une fois, je veux dire, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport au match de Ronda Rousey, à part c'est magnifique. C'est magnifique parce que là, on va
bah, c'était son année à la WWE. Et encore, l'année dernière, quand elle avait commencé au Royal Rumble, elle n'avait pas catché. Donc là, on n'est même pas encore à l'anniversaire de son premier match. On est à 10 mois de Ronda Rousey à la WWE. Dis-moi, comment faire? Et honnêtement, elle nous sort des matchs qualité pay-per-view qui sont vraiment très très bons. Donc non, très, très bien joué Ronda Rousey. Oui, oui, oui. Bon, c'est normal qu'ils fassent des bons matchs de pay-per-view. C'est comme ceux des takeover NXT. Les mecs, ils les répètent pendant 3 plombes. Hein. Ouais, non, c'est clair, mais je veux dire, tu vois, c'était pas sûr qu'elle puisse, comment dire, apprendre tout ça naturellement aussi facilement. Je pense qu'il y a plein d'athlètes UFC que tu ramènes qui vont pas réussir à intégrer le catch aussi facilement et rapidement que Ronda Rousey l'a fait. Je suis d'accord. Il y a encore une petite partie où, par exemple, quand on a vu le match, c'était contre qui à Raw? Bailey? Mhm. Ouais. Je sais pas à quel point elles ont répété ça. Peut-être qu'elles ont passé la journée à répéter parce que la veille c'était le Rumble, donc elles pouvaient pas. Mais avant le Rumble, Rousey et Sasha, elles avaient peut-être de nombreuses journées, peut-être de nombreuses semaines pour construire leur match. Bailey, Ronda Rousey à Raw, franchement, pour moi, c'est un. Tu compares les deux matchs, alors que Bailey, elle a quand même. Enfin, tu te souviens du Takeover en 2015, Ouais, Bailey, ouais. Sasha Banks à New York. C'était des matchs de fou. Donc Bailey, elle a le niveau pour sortir des matchs aussi quand ils sont bien répétés. Mais j'ai l'impression que quand les nanas, elles sont lâchées comme ça un petit peu entre guillemets en impro, comme les catcheurs, où il faut qu'elles, je sais pas si elles appellent tout dans le ring, je pense pas forcément. Mais tu vois que ça, elles ont pas le niveau en tout cas. Ouais, c'est pas faux, mais moi j'avais l'impression, en tout cas lundi lors de Rock, comme tu disais, elles ont tout appelé dans le ring, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Ronda Rousey essaye de faire ça de plus en plus souvent, parce que justement elle veut vraiment faire la catcheuse, donc elle veut apprendre à appeler ses matchs dans le ring, en fait venir Bah, sans avoir préparé tu, le le- match. tu le fais au Performance Center et Ouais, c'est une ça fois le que tu es problème. carré, c'est comme les interviews par exemple. Que les mecs soient bons en impro ou autre. Tu les mets au Performance Center, tu les fais s'entraîner. Et une fois qu'ils ont le niveau nécessaire pour pouvoir être 100%, comment on dit, efficace en live, en impro, ensuite tu les jettes dans le grand bain, que ce soit en promo ou dans le ring. Il suffit juste de faire pareil avec Rousey, quoi. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'elle s'entraîne encore à ce niveau-là, en tout cas. Mais bon, en tout cas, comme tu l'as dit, pour les main events, il n'y a pas de souci. Qu'elle s'entraîne ou pas avant, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je veux dire, nous, ce qui compte pour nous, c'est que le produit final soit réussi. Donc, à partir de ce moment-là, respect à elle encore plus, en fait, si elle va passer des journées et des journées entières à répéter ce match avant. Je veux dire, elle fait ça pour elle, mais elle fait ça pour le public aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, prendraient ça à la rigolade. En mode, ben vas-y, moi, de toute façon, j'ai mon gros chèque, j'ai mon nom. Mon nom vend assez. Donc, je vais venir dans le ring et faire le strict minimum. Ton Honnêtement, gros chèque, c'est pour les shows en Arabie Saoudite? les gros chèques, les fameux. Ouais. Mais je veux dire, c'est donc voilà, non, en tout cas, très bon match de Ronda Rousey. Mais encore une fois, en fait, c'était plus l'après-match qui était intéressant, en fait. Oui. Donc, après le match, Ronda Rousey qui lève donc Sasha Banks à ce moment-là, les deux se serrent la main, donc gros moment de respect. Ensuite, Sasha Banks sort du ring, puis elle commence un petit peu à pas à douter, je dirais, mais elle se dit, tiens, je vais quand même lui faire passer un petit message avant de repartir. Donc là, elle se retourne, elle va vers Ronda Rousey et elle lui fait le signe, le fameux signe des Four Horsewomen, le signe des Four Horsemen. Petite remarque à ce moment-là, parce que forcément, moi, les petites remarques comme ça me gêne sur Twitter. J'ai expliqué à ce moment-là sur Twitter aux gens que donc en fait, c'était sûrement la WWE qui plantait les graines de la rivalité For Horsewomen WWE contre For Horsewomen UFC. À ce moment-là, plusieurs personnes sur Twitter m'ont dit non, non, c'est Sasha Banks qui va juste chez Ronda Rousey pour lui dire écoute, moi j'ai été championne du monde 4 fois. Je veux dire non, les gars, à ce moment-là, ça faisait aucun sens que Sasha Banks vienne lui dire ça. Ouais. Surtout quand tu suis, en fait, que la WWE parle des For Horsewomen depuis un an, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. quand je vous donne des infos comme ça, habituellement, je suis plutôt sûr de ce que je dis. Et il faut savoir, en fait, que dès après le Royal Rumble, Ronda Rousey en a parlé dans son interview d'après-show. Elle a dit, en fait, qu'elle n'a pas aimé que Sasha Banks utilise le signe et vienne la narguer avec ça. Parce que justement, elle aussi, c'est son signe, c'est son clan. Donc honnêtement, cette rivalité arrive, ça va venir dans les prochains mois. Oui, oui, clairement. Après, quel est le futur pour Ronda Rousey? On ne sait C'est la pas. question. Non. On ne sait pas. Moi, honnêtement, je suis pas persuadé qu'elle prenne une pause après WrestleMania. Ou alors, à mon avis, ça va être une pause très courte. Mais en tout cas, là, petit à petit, on va avoir les Four Horsemen de NXT qui vont arriver. Donc, pour rappel, pour ceux qui sont pas au courant, en fait, les Four Horsemen avec le clan de Ronda Rousey,
C'est Ronda Rousey, Shayna Baszler, qui est championne de NXT en ce moment. Clockfuck. Marina Shafir et Jessamine Duke. 4 personnes qui viennent donc du monde du MMA et de l'UFC. À mon avis, donc, ces lutteuses vont arriver potentiellement autour de WrestleMania pour être l'entourage de Ronda Rousey. C'est même possible qu'elles soient aux abords du ring lors de WrestleMania. Et d'ailleurs, il faut savoir que lors des derniers enregistrements de NXT, les lutteuses ont pour la première fois utilisé le nom Horsewoman. Donc maintenant, elles se font vraiment appeler comme ça officiellement du côté de la WWE. Et à mon avis, en fait, on va avoir le droit au match assez tard dans l'année lors des Survivor Series. Je pense que la WWE est déjà en train de planifier ça pour le Survivor Series. Potentiellement, le main event du pay-per-view, ça va être For Horsewoman WWE contre For Horsewoman MMA. Non, je rigole. Bah, franchement, ouais, ce serait clair. Ce serait clair, non, ce serait bien. Ce serait très très bien. Mais clairement, oui, elle lui a pas signifié qu'elle était 4 fois championne, parce que sinon, quoi, elle va lui dire tiens, chose du 37, enfin voilà. Ouais, non, là, le message. Balance pas des infos au pif, quoi. C'est ça, pour moi, c'était clair. C'était écoute, là, je t'ai pas battu, mais t'inquiète pas, quelqu'un d'autre va s'occuper de toi, en fait, des For Horsewomen. Si c'est pas moi, ça va être une des autres. Et comme vous le savez tous, le lendemain, ça va être Becky qui va s'en occuper. Mais donc, ouais, non, c'est cool de voir que cette rivalité va se mettre en place. Ça laisse quelque chose qu'on attend en 2019. Moi, j'ai très hâte de voir ça parce que c'est 8 des meilleures lutteuses, des meilleures lutteuses à la WWE, quoi. On verra comment ça va se passer à WrestleMania, hein, parce que je pense, ou lors du Raw ou du lendemain, parce que c'est toujours là que ça booste un petit peu. Bon, allez, on enchaîne. Royal Rumble de femmes. Alors, je vais aussi faire une succincte review, mais avec des notes sur ma chaîne, sur Wrestling Clinic. Donc, ce que je vais dire là maintenant, je vais aussi en parler dans cette vidéo, mais je pense que c'est essentiel parce que il faut qu'ils fassent des efforts, quoi. Donc, on a 30 catcheurs, d'accord? Catcheuses. Qui rentrent toutes les 90 secondes. On est d'accord? Ça fait 45 minutes. C'est ça? Ouais. 45 minutes pour les entrées. Encore que, même pas, parce que les 2 premiers, donc en fait, il y en a 28 qui rentrent toutes les 90 secondes. On est d'accord? C'est ça, ouais. Par quel putain de miracle le match dure plus d'1h10? Je suis totalement d'accord. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et écoute, je lisais une news hier soir par rapport à ça, où en tout cas, ils ont expliqué que clairement, il y a eu des problèmes au niveau de l'organisation du Royal Rumble féminin. Ce qui fait qu'il a été rallongé. Et en fait, ils expliquaient qu'apparemment, il y avait même des changements en cours de match. Et c'est pour ça, un détail qui fait qu'apparemment, en fait, clairement, on voit qu'il y a eu des problèmes, c'est que les lutteuses ne couraient pas vers le ring. Ils disaient à ce moment-là, en fait, les officiels, ils ont dit aux lutteuses, prenez votre temps parce qu'ils avaient plusieurs modifications à effectuer durant la soirée. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'était, mais clairement, le Royal Rumble féminin a duré un petit peu trop longtemps. Un petit peu trop. Ouais. La première moitié, pour moi, elle était horrible. Totalement d'accord. Les 2 tiers, quoi. C'était... avant, on parlait des catcheuses qui se sont vachement améliorées, etc. La première moitié, ça me faisait penser au catch féminin d'il y a 10 ans. Ouais, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour la suite. Où t'as 3 nanas qui savent à peu près ce qu'elles font, et le reste, c'est ah bah voilà, on danse, on verra bien ce qui se passe. Et puis alors, il y avait le timing, et en plus du timing, je sais pas si t'as capté, de très nombreuses fois, il y a une élimination au moment où il y a une nana qui arrive. Exactement, ouais. Il faut écouter, en plus, il y a le countdown, il y a la foule. Le catch, c'est quand même de l'action et de la réaction qui réagissent au public. Si on est tous les deux dans le ring et que je dois t'éliminer et que j'entends 10, 9, 8, 7, si tant est que je sois suffisamment conscient pour écouter ce qui se passe. Si un mec qui arrive, j'attends 10 secondes que ça sonne, que le mec il rentre, qu'il chope sa pop, qu'il commence à courir sur le ring, et ensuite je te mets dehors ou tu m'élimines. Mais c'est pas parce que c'est maintenant que c'est maintenant. Enfin, il faut... On n'est pas à la NASA, et c'est ça qui fait la beauté du catch. Et puis par respect pour les autres aussi, c'est important que l'élimination ait son importance, parce que de toute façon, le focus, il va être mis sur le catcheur ou la catcheuse qui arrive, jamais sur l'élimination. Donc si c'est en même temps, je sais pas combien, il y a eu 4, peut-être 5 éliminés qui sont passés complètement à la trappe, et voilà, on en revient à ce qu'on disait en début d'émission. Les victoires, les défaites n'ont aucune importance. Une nana éliminée, on s'en fout complètement. Je me suis dit exactement la même chose et ça m'a étonné, en fait, ce mauvais timing. Après, tu vois, je pense que justement, c'est peut-être un manque d'expérience de la part des femmes, parce qu'en fait, à mon avis, tu sais, le problème, c'est que elles ont des timings par rapport aux éliminations, et je pense en fait qu'elles étaient tout le temps en retard sur leur timing. Du coup, en fait,
quand elles voyaient qu'il y avait le décompte et que la personne suivante arrivait, elles avaient peur d'attendre parce qu'elles se disaient, bah là, il y a une séquence qui arrive. Si j'attends et que je fais pas mon élimination, je pourrais pas la faire pendant la séquence d'après parce que je vais gâcher la pop potentielle ou alors la star qui est censée être mise en avant à ce moment-là. Donc je pense qu'en fait, comme elles étaient en retard dans leurs éliminations, du coup, dans l'urgence, elles se disaient, bon, bah, il y a la prochaine personne qui arrive, je peux pas gâcher son segment, bah alors je fais l'élimination. C'est l'explication que je me suis donnée dans leur tête parce que justement, elles osent pas improviser comme les hommes. Du coup, elles avaient peur d'attendre 1 ou 2 minutes. Alors qu'au final, comme tu l'as dit, je pense pas que ça change grand chose que tu attendes 30 ou 40 secondes et de faire l'élimination un peu plus tard. Et là, c'était difficile parce que du coup, la caméra essayait quand même de filmer la personne éliminée, mais en même temps l'entrée. Et les commentateurs devaient commenter sur les deux en même temps. Donc, ouais, non, ça, c'était quelque chose à améliorer pour les prochains Rumble féminins. Ouais. Oui, après, ça a été un petit peu sauvé parce qu'il y a les meilleures catcheuses qui sont arrivées sur le dernier tiers, le dernier quart, donc ça a un peu sauvé le truc. Mais franchement, une bataille royale de Nana qui dure 1h10, c'est violent, quoi. Ouais. C'est violent. Il faut peut-être réduire le nombre de femmes ou mieux l'organiser, mais il faut pas qu'ils refassent ça parce que c'était. Après, là, c'est ça clair pas. Moi, ça m'a foutu un énorme coup de massue, et c'est pour ça que. C'est aussi ça qui a beaucoup pénalisé le match de Daniel Bryan et AJ Styles. C'est que ce Rumble féminin, il y a eu 2 trucs. Bon, 3, mais en tout cas, il y en a 2 dont je veux parler tout de suite. C'est que d'une part, ça a endormi tout le monde. Et paradoxalement, ça a aussi surexcité tout le monde pendant un petit court moment lorsque Becky Lynch a gagné. Clairement. Ce qui fait qu'à la fois, les gens étaient super excités, ils avaient tout donné, ils n'avaient plus envie de s'exciter pour les matchs suivants, ou alors ils avaient complètement abandonné, limite ils s'en foutaient de Becky Lynch et ils avaient été trop endormis par le match. Donc dans les 2 cas, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a personne qui n'était prêt psychologiquement et émotionnellement pour recevoir le match AJ Styles Daniel Bryan. Non, c'est clair. En fait, pour moi, le match a shifté à partir du moment de l'entrée de Charlotte Flair. Quand Charlotte est rentrée, il y a eu une hausse au niveau de l'intensité parce que voilà, c'est Charlotte Flair, c'est une des 3 plus grosses stars en ce moment de la WWE au niveau des femmes. Donc ça a aidé le match. Mais clairement, par contre, c'est la fin du match qui a tout changé. Je veux dire, qui a fait partir le match en. Je ne vais pas utiliser le terme. En sucette. En sucette. Mais donc d'ailleurs, on n'avait pas parlé de ça par rapport au pré-show, mais donc rapidement, lors du pré-show, en fait, on avait eu une semi-blessure de Lana. Lana qui était tombée du ring, et du coup, en fait, elle s'était un petit peu blessée à la cheville. Tout de suite, beaucoup de personnes ont senti en fait ce qui allait venir, et justement, c'est arrivé. Donc lors du Rumble, Lana était en 28e position. À ce moment-là, les commentateurs ont expliqué que les médecins, en fait, ont ausculté Lana, ils lui ont dit, tu peux catcher, mais clairement, en fait, elle était en train de souffrir. Donc tout ça en storyline, bien sûr. À ce moment-là, on voit Lana qui avance vers le ring. Est-ce que je peux te couper ? Vas-y. Là, on est dans une période où la WWE essaye d'être crédible. Tu sais, en essayant de se rapprocher de ce que seraient des vraies histoires, des vrais combats, des vraies rivalités. On est d'accord ? Dans quel monde un médecin ausculte Lana et lui dit « Ouais, bon, ça va faire mal, mais tu peux aller catcher. » Totalement d'accord. La meuf, elle peut. Si la meuf, elle ralentit, elle recule quand elle marche vers le ring, tu vois. Donc, essayer de faire croire qu'elle a été auscultée par des médecins, c'est soit insulter les gens parce qu'ils doivent croire quelque chose qui est complètement con, ou alors c'est simplement avouer que les médecins de la WWE sont des putains d'incompétents parce que jamais de la vie, dans aucun monde, un mec n'envoie pas la nana à l'hôpital. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, attends, ils nous disent qu'elle a été auscultée par des médecins, mais la meuf, tu la vois, elle n'arrive pas à faire 2 mètres et ils l'envoient faire un match de catch. C'est quoi ce délire quand même? Donc oui, voilà, parfois, comme tu l'as dit, il faut pas se poser de questions. Et c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent que nous, on réfléchit pas trop aux infos données. Après, voilà. Donc en gros, Lana est arrivée vers le ring, elle a galéré, donc elle s'est arrêtée au bout d'un moment. Elle a mis tellement de temps qu'à ce moment-là, la 29e personne a fait son entrée. Et la 29e personne, c'était Nia Jax. Donc Nia Jax, toujours bonne pote, très sympa. Sans hauteur. Elle a avancé, elle a vu Nia Jax, elle a vu Lana en train de souffrir. Elle a attaqué Lana, elle lui a mis quelques coups à la jambe. Voilà, exactement. Et donc à ce moment-là, elle a plus ou moins ruiné toutes les chances de Lana pour le Royal Rumble. Après, on a Carmella qui a fait son entrée. Donc les 30 catcheuses étaient là, mais Lana toujours était au sol et n'arrivait pas à aller vers le ring. Et donc là, tu as le droit à une pop magnifique de 40 000 personnes dans le stadium. Et tu vois The Man, Becky Lynch qui fait son entrée et qui va donc voir l'officiel. Si je me rappelle bien, c'était Fit Finlay, je crois. Exactement, parce qu'ils ont pris un Irlandais pour l'Irlandaise. Hein, je veux dire, je sais pas, c'est pour les quotas peut-être, j'en sais rien.
Et elle a dit, écoute, moi je suis là, I'm the man, I'm okay, laisse-moi aller dans le Royal Rumble. Donc voilà, encore une fois, je veux dire, ça c'est des règles WWE, mais malgré tout, donc l'officiel lui a donné l'autorisation. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a pu voir Lana vraiment qui avait la haine dans les yeux, ce qui est assez compréhensible, parce qu'elle se fait voler sa place. Et donc Becky Lynch, tout de suite, là c'était de nouveau The Man, en fait. Vraiment, c'est comme si à partir de ce moment-là, elle était redevenue la Becky Lynch qu'on avait vue il y a 2-3 mois contre Ronda Rousey. J'en avais parlé dans le dernier podcast où j'avais dit qu'elle avait un petit peu perdu de son assurance et de sa crédibilité. Ouais. C'est reparti à partir de ce moment-là. À partir du moment où elle s'est dirigée vers le ring, c'était de nouveau la grande Becky Lynch. Et donc voilà, là, le match, ça n'a pas duré très longtemps à partir de ce moment-là, 10-15 minutes. Au final, on s'est retrouvé avec Becky et Charlotte. Mais avant ça, Nia Jax s'est attaquée à Becky Lynch pour donner encore un peu plus en fait, d'arguments à Becky Lynch dans la victoire. Parce qu'au final, elle s'est fait exploser la jambe. Donc elle a terminé le match seulement sur une jambe. Mais malgré tout, elle a vaincu Charlotte Flair. Et donc c'est Becky Lynch qui a remporté le Royal Rumble féminin. Oui. Donc après, il y a AJ Bryan. Mais avant ça, je vais encore faire une digression. On en aura pour 3 plombes. Là, tu dis oui, ils se disent que quand on regarde du catch, on réfléchit pas. Je pense, ouais, un peu quand même. Bah, je pense que c'est la plus grosse connerie qu'ils peuvent se dire. Parce que, Je suis d'accord, ouais. effectivement, toi, moi et vous tous qui regardez cette émission, le catch, on connaît tout par cœur. On connaît les codes. On sait ce qu'il faut penser à quel moment. On est habitué à toute l'atmosphère, à toute la psychologie, à tout ce que veulent dire certaines choses. Donc, on est d'autant plus, et c'est un peu paradoxal, mais on est d'autant plus susceptible de passer outre les incohérences parce qu'on maîtrise tous les codes que les gens lambda ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Mhm. Quand tu regardes du catch avec quelqu'un qui n'est pas fan de catch, c'est systématiquement là que tu repères tous les manquements et tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui n'est pas crédible. Et comment est-ce qu'on grandit le business de la WWE? C'est en attirant des nouveaux fans qui vont tomber sur Raw, qui vont tomber sur SmackDown, qui vont tomber sur je sais pas quoi, et qui vont se dire putain, ça c'est cool. Mais il y a tellement de petits détails auxquels ils ne font plus attention parce que j'ai l'impression qu'ils essayent simplement de faire plaisir aux fans de catch, alors qu'il faudrait faire plaisir à des gens qui ne connaissent pas la WWE, bien que YouTube, ils sont à 39 millions d'abonnés maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, il faudrait faire l'inverse. Et dans ce Rumble, il y a eu tellement, mais tellement de conneries, de situations similaires qui ont été traitées de manière totalement différente. Par exemple, l'entrée dans le Rumble. Quelles sont les règles du Rumble? Carmela, non, comment ça s'appelle Lana, elle rentre en 28, ok. Ensuite, il y a le 29, il y a le 30. Si Lana, elle va pas dans le ring, il peut pas y avoir quelqu'un qui débarque après tous les participants en se disant au fait, moi je viens. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Becky Lynch, elle attend que tout le monde soit éliminé, qu'il en reste plus qu'une dans le ring. Vu qu'elle est arrivée après la 30e, qu'elle arrive juste après la 30e ou dans 2 heures, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Donc elle attend qu'il reste plus que Charlotte sur le ring et puis elle fait un petit coup de roublarde et elle la dégage et elle arrive super tard. Il y a aucune logique réglementaire entre guillemets pour que quelqu'un ait le droit d'intégrer le Royal Rumble après que les 30 catcheurs aient fait leur entrée. Et qu'est-ce que c'est une entrée? On sait même pas. Est-ce que c'est le buzz et ta musique qui commence? Est-ce que c'est de mettre les pieds dans le ring? Je sais pas. Il y avait Céline Vegas là qui a aussi un petit peu essayé de ruser pour entrer dans le ring pendant le Rumble des hommes. Il y avait Kurt Hawkins, mais lui au bout d'un moment il était plus ou moins obligé. On en reparlera aussi dans le Rumble des hommes, les entrées qui viennent qui se font n'importe quoi. Il y a une fois de plus, tu regardes le Rumble femme, le Rumble homme avec quelqu'un. Tu expliques voilà les règles. Il y a 30 catcheurs, ils arrivent à intervalles réguliers et pour éliminer les autres, il faut les envoyer par-dessus la 3e corde. Tu peux être sûr que quelqu'un qui n'a jamais regardé un Royal Rumble, il va te dire mais pourquoi elle a le droit de rentrer dans le ring maintenant? Ou alors pourquoi Nia Jax après? Pourquoi est-ce qu'elle a le droit de casser la gueule d'un mec? Enfin, je comprends que c'est pour le show, mais justement, ils occultent beaucoup trop facilement la logique parce que justement, nous, fans de catch, on va passer outre parce qu'on est excité par le catch en tant que concept et qu'on va pas rationaliser la chose, alors que
c'est justement les gens qui ne sont pas fans de catch qui rationalisent parce qu'ils ne sont pas encore investis dans le truc, ils ne connaissent pas encore les codes, la psychologie, etc. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que. Ça m'a énervé, moi, franchement. Non, c'est pas faux. Et je suis d'accord avec toi, en fait. Les fans de catch comme nous sont totalement plongés, en fait. Comme tous les abonnés de la chaîne, je veux dire, vous qui regardez toutes mes vidéos, Yann a totalement raison. Nous, on est des vrais fans, les 40 000 abonnés de Catch Club, les abonnés de Wrestling Clinic, etc. Donc vraiment, on connaît le produit. Ce qui fait que clairement, on réfléchit beaucoup plus que les autres personnes quand on regarde le produit. Donc, toutes ces petits manquements aux règles, en fait, nous, ça va nous frapper. Il y a d'autres choses. Cette semaine, par exemple, pareil, où la WWE a un petit peu supposé en fait qu'on ne réfléchissait pas et qu'on va oublier ça. Mais moi, personnellement, ben, ça m'a pas énervé, mais je veux dire, comme toi, ça m'a dérangé. On va parler très rapidement de Raw et SmackDown, mais je veux dire, c'est le heel turn de Elias à Raw et le heel turn de Rusev à SmackDown. Je veux dire, honnêtement. Non, non, là, tu te trompes, Ali. Un heel turn, en fait, c'est quand on est face et qu'on fait quelque chose qui nous transforme en heel. Mais le fait d'arriver un jour en disant je suis heel, ça n'est pas un heel turn, c'est juste de la merde. C'est juste de la merde. Voilà, exactement. Pourquoi est-ce que Elias, qui était face jusqu'à encore la semaine dernière, et dont le babyface turn est assez récent quand même et marchait bien, pourquoi est-ce que cette semaine il est arrivé et il était contre la foule et il les a insultés pendant 10 minutes et après il a attaqué Road Dogg et Jeff Jarrett? Honnêtement, ça, pour un fan de catch qui regarde le catch chaque semaine, c'est insultant parce que tu comprends pas en fait. Et Rusev, pareil. Rusev, ça fait 3 semaines qu'il tentait une nouvelle gimmick, un petit peu, je rigole, je raconte des blagues, etc. Un petit peu le vrai Rusev en fait qu'on voit dans la vraie vie. Au final, je crois que ça a tellement mal marché et faut l'avouer, c'était mauvais. Hein. Rusev a été très mauvais au micro en tant que face ces dernières semaines. Bah, cette semaine, ils ont remis tout à zéro et maintenant il est en équipe plus ou moins avec Nakamura. Honnêtement, ça n'avait aucun sens. Ah, le Rousseff, effectivement, qui débarque mardi soir en tant que heel alors qu'il ne s'est rien passé, ça, pour moi, c'est un des pires exemples récemment. Elias, c'est juste, je pense que les mecs, les scénaristes, ils n'ont pas réfléchi parce que, en fait, c'est le coup de guitare sur Jeff Jarrett pendant le Royal Rumble qui était censé être son heel turn. Ouais. Sauf que le Royal Rumble, par définition, c'est le seul moment de toute l'année où, effectivement, il y a des heels, il y a des faces, mais c'est chacun pour soi. Exactement. Donc nos actions, elles n'auront pas les mêmes significations que si c'est à Raw ou dans un autre pay-per-view. Souviens-toi les Rumble 95, 96 et compagnie. Shawn Michaels et Diesel en 96, ils étaient amis. S'éliminent, ouais. Mais c'était le but du Royal Rumble, c'est que les mecs, eh ben, ils sont. C'est chacun pour soi. Même si tu es mon meilleur pote, c'est chacun pour soi. Et on peut s'éliminer. Je peux être face, éliminer un face et ne pas être heel parce que c'est une parenthèse, c'est une bulle, c'est un truc spécial, le Rumble. Un moment pendant lequel tous les actes n'ont de lien que avec le Rumble et la recherche de la victoire. Et il n'y a plus de heel, il n'y a plus de face, il n'y a plus de face turn, il n'y a plus de heel turn. Il faut arrêter et faire croire qu'un coup de guitare pendant le Rumble, ça justifie un heel turn. Non, parce que c'est le seul endroit, le seul moment de toute l'année où il faut pas le faire. Exactement. Puis ça m'a saoulé. Puis en plus, honnêtement, juste pour ajouter, je dirais contre Jeff Jarrett, je veux dire, ça marchera clairement pas. Tu fais ça encore contre un babyface que tout le monde veut voir remporter le Royal Rumble. Peut-être que ça marcherait un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais tu fais ça contre Jeff Jarrett, honnêtement, la moitié des gens qui sont à la WWE ne le connaissent pas. Faut être honnête, hein, et je veux dire, la plupart des gens ne l'ont pas vu catcher de notre génération, de la génération actuelle, je veux dire, qui suit la WWE. Et l'autre partie des fans ne sont pas. Moi, par exemple, je te le dis honnêtement, Jeff Jarrett, j'ai jamais accroché plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Oh, non, comment ça Overrated. Mais non, mais t'as vu, genre, je l'ai dit avant, t'as vu les coups de poing qu'il met? Non, il met ces super coups de poing très bizarres là. Non, c'est pas très bizarre. Il met des coups de poing, il met les meilleurs coups de poing que n'importe quel mec qui est passé par la WWE depuis 20 ans. Point. Mais après, 10 ans. Après ça, par contre, pour moi, le gars en fait ne vaut pas grand chose. Moi, j'ai toujours eu du mal avec. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de vendre, surtout à la WCW, on a essayé de nous le vendre comme un main eventer. Et lui-même, après, par la suite, dans sa carrière, a essayé de se vendre comme un main eventer, mais ça l'est pas. Pour moi, ça l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un main eventer, c'est un bon mid-card, upper mid-card. mid-card. C'est un bon mid-card. Très bon, mais bon, moi j'ai toujours aimé Jeff Jarrett depuis qu'il s'était coupé les cheveux en
C'était SummerSlam 98, quand il est J'allais le perdu dire, moi, la seule période où vraiment, à la limite, je l'ai apprécié, c'était cette période un petit peu nouvelle attitude, cheveux courts, juste avant qu'il quitte la WWF pour la WCW. La petite période par équipe avec Owen Hart aussi, c'était marrant parce que bah, t'aimes bien Owen Hart, donc t'aimes bien avec qui il est. Mais je veux dire, non, ce Jeff Jarrett, je trouvais qu'il était cool. Il était plus ou moins cool. Quand il est arrivé à la WCW, c'était pas mal, mais on nous l'a trop survendu. On nous l'a trop survendu comme quoi ça devait être le champion du monde. Et à ce moment-là, par rapport aux autres big names que tu avais à la WCW, pour moi, il y avait quand même un monde entre Jeff Jarrett et des Sting ou des Kevin Nash ou d'autres personnes qui avaient à ce moment-là dans le main event. Ouais. Ouais, bon, on en reparlera plus tard. Donc ensuite, AJ Styles, Daniel Bryan, plus de 20 minutes. On va faire court. Techniquement, c'était très bon, mais pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, c'était pas maintenant qu'il fallait mettre ce match. C'est ça. Très bon match, mais c'était pas le bon moment. Et je veux dire, on n'avait pas envie de s'intéresser. Voilà. On va même pas trop parler du match en détail. Encore une fois, c'est la fin du match qui est intéressante. Donc un petit peu de nulle part. Et j'en avais parlé lors du live pré-show avant le Royal Rumble. Rowan, qui a reçu donc le feu vert des médecins pour pouvoir retourner sur les rings. Qui Rowan? On dirait un personnage de tragédie grecque. Rowan. Il a débarqué plus ou moins de nulle part. Donc Eric Rowan, habillé en tenue civile, on va dire, tenue habituelle, quoi. En Daniel Bryan, plus 30 cm, quoi. Exactement, ouais. Petit t-shirt brun, chemise flanelle. Je veux dire, c'était un mec à la Daniel Bryan qui sort de nulle part. Et donc, en fait, il monte sur le ring à un moment où l'arbitre s'était pris un coup. Donc, on a eu le droit à un ref bump, l'arbitre qui est au sol. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a pris? Oui, il a chopé AJ Styles par la tête et il lui a fait un espèce de chokeslam tétal, on va appeler ça. Un crâne slam. Un crâne slam, exactement. Et donc, voilà, en fait, et ce qui est marrant, c'est que ce crâne slam a suffi pour la victoire. Daniel Bryan est allé couvrir directement AJ Styles par la suite. 1, 2, 3. Vainqueur est toujours champion Daniel Bryan. Et ensuite, par la ring, bah, Rowan est remonté dans le ring et il a pris AJ Styles et Daniel Bryan lui a porté son running knee. Donc, en gros, c'était pour nous expliquer, voilà, Daniel Bryan a un nouveau garde du corps. Un nouveau partenaire de vie, ouais. Ensuite, Lesnar, Finn Balor. Alors toi, je sais que t'es pas autant emballé, comme on dit aux Galeries Lafayette. Mais moi, franchement, j'ai adoré, quoi. Ouais, moi non. Après, quand j'ai regardé le timing du match, j'étais surpris. Moi, je pensais qu'il avait duré vachement plus longtemps que ça. Il a duré à peine plus de 8 minutes. Et c'est la première fois. Alors, ça l'avait fait un petit peu pendant Lesnar-Bryan au Survivor Series de l'année dernière, où je m'étais dit, peut-être que Lesnar perde. Bon, mais le titre n'était pas en jeu avec Daniel Bryan. Il me semble, hein, si j'ai pas de bêtises. Non, c'était champion contre champion au Survivor Series, mais les titres sont pas en jeu. Ouais. Et ben là, depuis que Lesnar est là, il est revenu en 2012, hein, mais depuis qu'il a la ceinture quasiment tout le temps, c'est la première fois où je me suis dit, peut-être. Parce que, je sais pas, la physionomie du match, le selling de Lesnar, il était exceptionnel pendant le match. Je précise, parce que tu vas nous dire pourquoi après. Pendant le match, franchement, je me suis dit, allez, il manque un ou deux petits trucs encore. Et Lesnar peut perdre. Et puis après, ils auraient très bien pu enchaîner sur des raisons médicales ou autres qui auraient atténué sa défaite, tu vois. Sans pour autant atténuer la victoire de Balor, mais ils auraient très bien pu dire, compte tenu de son historique médical, je vous laisse regarder ce dont il a souffert en 2011, c'est ça? Ouais. 2011, 2012, je sais plus. Ouais, mais le truc est trop compliqué, je sais pas je sais pas de le prononcer. Mais sinon, ouais, non, Balor était super bon. Et le selling de Lesnar, franchement, moi, je me suis dit, putain, le gars, quoi, il est blessé et il va perdre parce qu'il est blessé. Pas parce qu'il est battu, mais parce qu'il est blessé. Et là, ça aurait été génial. Mais non. Ah, dommage. Mais franchement, j'ai adoré ce match. Ouais, non, moi, très rapidement, en fait, c'est juste que à partir du moment où Finn Balor est rentré en Finn Balor normal et donc pas en démon, c'était clair et net, en fait, qu'il allait perdre pour moi. C'était sûr et certain. Parce que déjà, on en avait entendu parler, les rumeurs qui annonçaient Brock Lesnar contre Seth Rollins à WrestleMania. Et ensuite, à côté de ça, je veux dire, oui, il n'y a aucune logique à ce que Finn Balor, sans son maquillage, batte Brock Lesnar par rapport à la manière dont on nous vend le Finn Balor actuel, en tout cas, tu vois. Après, bien sûr, encore une fois, c'était que, comment on va dire, c'était
un pressentiment pour moi. Je veux dire, rien n'était assuré. Mais quand je l'ai vu rentrer comme ça, moi, c'était ah, ok, c'est mort. Du coup, ça m'a jamais plongé dans le match. Après, j'ai bien aimé, comme tu l'as dit, la manière dont il a vendu, etc. Mais donc là, justement, je vais parler de ce que tu as dit, comme tu as bien précisé, pendant le match. Et honnêtement, je vais le préciser pour les fans, en fait, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime faire le relou en mode, ouais, les petits détails, etc. Donc d'habitude, j'essaye de passer sur ça. Ouais, mais le diable se cache toujours dans les détails. C'est ça. Et en fait, là, pour la peine, si même moi, ça m'a frappé, alors que j'essaye de pas faire attention aux détails, c'est que c'était un petit peu trop flagrant. Brock Lesnar a tellement bien vendu, en fait, pendant le match, cette douleur donc au ventre, que tout de suite, après le match, 1 minute après le match, il avait tout oublié. Et alors qu'il n'arrivait pas à soulever Finn Balor pour lui porter une German suplex il y a 2 minutes, là, il lui en a porté 3 sans aucun souci. Et après, il n'a plus fait aucun signe sur son ventre. Il n'y avait plus du tout de ces lignes. Alors, je l'ai regardé 3 fois le match. Ok. Il a quand même un petit peu vendu quand il Ok. faisait les German, etc. Mais c'était clair que c'était pas j'en chie, il faut que j'aille à l'hosto. C'était un Comme petit c'était peu pendant le trop match. rapide. C'était un petit peu trop rapide comme convalescence. Je veux dire, voilà, c'est un détail. Honnêtement, c'est un détail parce que voilà, dans sa tête, en fait, il avait gagné. Donc peut-être qu'il peut dire que c'est sur l'adrénaline de la victoire ou je ne sais quoi. À ce moment-là, je sentais plus rien. Mais moi, à ce moment-là, ça m'a un petit peu sorti du match parce qu'on nous demande de croire qu'il est blessé 3 minutes avant et là, d'un coup, il va mieux. Donc d'un coup, je me suis dit, bah, ah, il jouait. Alors que je suis pas censé me dire ça pendant le shot catch. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la seule chose qui m'a dérangé pendant le match. Après, personnellement, même si je suis pas forcément pour que Brock Lesnar conserve le titre, d'un côté, je suis quand même bien fan de Brock Lesnar. J'aime bien Brock Lesnar. Et Brock Lesnar reste une tête d'affiche. Donc voilà, une année en plus de Brock Lesnar en tête d'affiche de WrestleMania, pourquoi pas. Maintenant, espérons quand même que ce soit une des dernières. Espérons quand même que ce soit une des dernières où il est champion qui vient défendre son titre dans un des main events de WrestleMania. Pourquoi pas, je ne dis pas que je ne veux plus le voir à WrestleMania les années prochaines, mais pourquoi pas en refaire une attraction spéciale sans le championnat universel. Tout simplement quelqu'un qui peut avoir des gros matchs contre des adversaires spéciaux. Oui, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord sur le concept. Après, quand tu regardes ça niveau business, si je me mets à la place de Vince McMahon, je me dis qui sont mes stars aujourd'hui? Si j'enlève Brock Lesnar, j'ai pas de star. J'ai aucune personne qui a une aura qui pourrait transcender la WWE. C'est-à-dire un mec, ouais, un gars, enfin, quand tu parles de Brock Lesnar, tu parles de Brock Lesnar. Si tu enlèves Brock Lesnar, il te reste qui? Il te reste Rollins, Reigns. Reigns, il n'est plus là. Balor. Il n'y a plus personne, malheureusement. Donc, ceinture, pas ceinture, oui, ça c'est une autre question, mais en termes de, comment dire, ouais, allez, on va dire box-office, tu vois, Mhm. pour vendre le produit WWE, qui c'est qui va être ta tête d'affiche de show pour que ça intéresse que ça intéresse, pardon, d'autres personnes que les fans de catch qui sont déjà habitués au network et qui sont fans de Rollins et fans de Balor. Ça, c'est pas la question, mais c'est qu'est-ce qui peut transcender tout ça pour que tu aies un nom où tu te dis, bah voilà, c'est lui le moteur de la fédération, même si Lesnar ne l'est pas, parce qu'il a un nombre de dates limité. Mais voilà, si t'enlèves Lesnar, il reste personne, malheureusement. Non, c'est pas faux. C'est pas faux, mais voilà, justement, ça leur laisse un an. Ça leur laisse un an jusqu'au prochain WrestleMania pour essayer de créer cette superstar. Mais c'est vrai que là, quand tu regardes les main eventers actuels, j'ai du mal à voir quelqu'un qui pourrait devenir un box-office au niveau de Lesnar, quoi. À part, bah, Seth Rollins, au final, est la personne la plus aimée, quoi. Mais même Seth Rollins est loin du niveau de méga star, Rock, Austin, etc., quoi. Oui, au niveau de la WWE, c'est des mecs qui sont très bons, mais ils n'ont pas l'envergure pour être un Cena ou même un Batista, franchement. Non, c'est clair. Et encore une fois, j'aime pas parler de ça parce que moi, comme je l'ai dit, je parlerai jamais trop du retour de Roman Reigns pour le moment. Mais c'est clair, comme tu l'as dit avant, que si Roman revient un jour, il pourrait atteindre ce niveau. Rien qu'à cause de l'histoire, Ouais. en fait, qui lui est arrivée, le retour du fils prodigue qui a subi un cancer et qui l'a battu, ce serait incroyable comme histoire. Mais à côté de ça, en fait, et là, par contre, je sais pas si je me trompe, c'est possible totalement. Mais je me dis que si le film qu'il est en train de faire avec The Rock marche bien, ça peut être doublement bon. Ça peut nous faire un petit effet Hulk Hogan quand il a joué dans Rocky en 1980, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, il va jouer
pas dans un petit film comme les autres catcheurs en fait qui font des apparitions en dehors de Hollywood. Il va jouer dans une super production hollywoodienne qui va être vue par des dizaines de millions de personnes à travers le monde, littéralement. Fast and Furious, c'est vu par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Donc je me dis que s'il retourne dans le catch avec son histoire, plus le fait d'apparaître dans le film en étant le frère du Rock dans le film, donc il va avoir tout de même un beau personnage, ça pas Roman Reigns quand il reviendra, ça va tout péter. Ça va tout péter. Quoi. Clair, le Fast and Furious, c'est prévu pour quand, tu sais? Non, je saurais pas te dire. J'ai envie de dire 2020, mais je suis pas sûr. D'accord. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Autant tout le monde lui a chié dessus pendant des années et des années parce qu'on voulait pas qu'on nous l'impose. Autant quand il va revenir, a priori, je pense il va, en tout cas au début, hein, pour les premiers 6 mois ou la première année, il va être vraiment bien ancré en tant que face numéro 1. Et ouais, ça, j'avais pas pensé à coupler. Bon, je pense qu'il va revenir quand il va revenir, mais je sais pas s'ils vont coupler le retour avec la sortie du film. Mais c'est clair qu'il pourra, ouais, il pourra jouir d'une notoriété qu'il n'aurait pas eu sans le film. Ah, ça a forcément apporté des yeux sur la WWE. La WWE devra promouvoir ce film, je pense, parce que avoir une de leurs top stars qui est dans un des top films mondiaux, c'est big. Faut mettre ça en avant. Donc, à mon avis, quand il reviendra, s'il revient, ça va vraiment être un plus pour lui en plus ce film. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Et comme dit, on croise les doigts pour Roman Reigns. On espère qu'il se soigne bien. Bah, a priori, s'il est sur un tournage de film, c'est que voilà, c'est pas non plus la grosse galère, je pense. Donc c'est un super bon signe. C'est ce que des médecins ont dit cette semaine. Personnellement, comme dit, moi, je l'avais déjà dit. J'espère que c'est pas les médecins de la WWE. Alors, on vous a ausculté. Bon, effectivement, vous avez une leucémie, mais ça va être compliqué, mais vous pouvez aller sur le film. Allez-y, feu vert. Mais non, je veux dire, c'est Dave Meltzer, en fait, cette semaine, qui apparemment est allé voir des spécialistes, donc cancérologues, et qui leur a demandé un petit peu leur avis par rapport à Roman Reigns, et ils ont dit ce que tu viens de dire. Ils ont dit, écoutez, si Roman Reigns a eu l'accord des médecins pour aller passer plusieurs jours de tournage sur un film où il doit quand même, je veux dire, il y a de l'action quand même, donc il doit dépenser un petit peu d'énergie, ça voudrait dire que son cancer n'est pas à un stade avancé et c'est pas un des types de leucémie les plus dangereux. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin, mais apparemment, il y a différents types de leucémie et différents stades. Donc, on peut être optimiste et espérer que Roman Reigns est dans un bon état, on va dire. Espérons-le. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu la bataille royale des hommes. Yes, donc le dernier match de la soirée. Alors, donc, comme tu l'as dit, on va juste citer le premier segment qui était donc Elias et Jeff Jarrett. Et en fait, c'est là qu'on a eu cette espèce de heel turn donc de Elias, apparemment. C'est vrai que moi, ça m'a même pas semblé être un heel turn parce que, comme tu l'as dit, clairement pas. Comme tu l'as dit, dans le Rumble, tout le monde, c'est chacun pour soi. Donc, pour moi, en fait, il n'y avait pas de heel turn à ce moment-là. Après, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, donc, dans ce Rumble? Est-ce que tu avais dans tes notes des choses marquantes particulièrement? Ouh là là, dans mes notes. De manière générale, attends, donc entre le Rumble homme et le Rumble femme, je sais pas combien de fois ils ont fait la ruse du mec qui va sous le ring ou de la nana qui va sous le ring, la nana qui se sauve à la Kofi Kingston ou le catcheur qui se sauve à la Kofi Kingston. C'est tellement dommage, ça. On a eu quoi? On a eu Naomi chez les femmes. On a eu l'autre meuf aussi, Casey Catanzaro ou un truc. Ouais, la petite bien pactée là. Ouais. Qui a fait Ninja, non, American Warrior là. C'est ça, ouais. Et chez les hommes, on a eu Kofi qui l'a fait 2 fois. Ouais. Donc voilà. Avant, c'était cool parce qu'on avait un truc. Less is more. Voilà. Aucun intérêt. Mais alors vraiment aucun intérêt. 4 fois. Et en plus, Kofi l'a chié la première fois. Ouais. Quand il fait son tourbillon là sur le bord du ring, quand il tombe par terre, tu vois les 2 jambes qui. Oui, plusieurs personnes ont vu que les 2 pieds avaient touché. Tu vois que ça tape. Après, quand il fait son sunset flip, je l'ai pas re-regardé, mais moi, il m'a semblé que c'était un petit peu chelou. Non, ouais. Ça aurait dû rester le spot de Kofi Kingston, je veux dire, normalement. Ça, c'est un truc. C'est clair. Quand t'as un catcheur qui le fait, tu dis clairement aux autres catcheurs ne le faites pas. Donc, oui, non, un petit peu dommage de voir les femmes qui ont essayé de le faire aussi 2 fois dans leur Rumble. Encore, Casey Catanzaro, je sais pas comment elle s'appelle exactement, je me trompe sûrement sur le nom. Elle, c'est un petit peu compréhensible dans le sens où elle vient de American Ninja Warrior. Je veux dire, elle sait faire que ça pour le moment, en fait. Elle sait escalader des trucs et grimper des trucs, c'est ça. Oui, mais alors qu'ils essayent de faire autre chose, elle peut exprimer sa ninjaness
à travers d'autres trucs. On n'est pas obligé de faire un sauvetage miraculeux à la Kofi Kingston pour montrer que la nana est super, super habile. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Je sais pas, elle peut faire des comment ça s'appelle? Oui, elle peut faire des conneries, des équilibres sur les cordes. Il y a quand même pléthore d'opportunités pour faire des cabrioles et des trucs étonnants dans un ring, autour d'un ring, sans faire exactement ce pourquoi un gars est réputé depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai. Sinon, non, mais moi j'ai bien aimé le Rumble. Il était plus divertissant que les 2 ou 3 précédents. J'ai passé un meilleur moment. J'ai passé un meilleur moment que les derniers. À part de nouveau à la fin, quoi. R-Truth arrive, il est 30e parce qu'il a gagné le Mixed Match Challenge. Voilà, what's up, what's up. Et Nia Jax arrive. Boum. Ok. Ça veut dire que c'est quoi la règle? Pourquoi est-ce que depuis toujours, personne n'a cassé la gueule du 30e pour arriver dans le Rumble 30e? Ou alors, pourquoi est-ce que le mec ne sort pas lorsqu'il est censé sortir, pardon, et pourquoi est-ce qu'il attaque pas le 30e? Enfin, une fois de plus, il y a une incohérence au niveau des règles. Et puis là, Nia Jax, en plus, avant, tu avais bien dit que Bayley, donc elle a consulté Fit Finlay, même si pour moi, elle a rien à faire dans le Rumble. Becky Lynch, pardon. ouais. Pour moi, elle n'a rien à faire dans le Rumble parce que les 30 sont déjà sortis. Donc, voilà, tant pis. Si elle avait voulu ruser, il fallait sortir entre le 28 et le 29e, mais pas après le 30e. Becky Lynch, elle a dû consulter Fit Finlay, elle a dû dire allez, s'il te plaît. Et puis au bout d'un moment, il a dit ok, vas-y. Dans quel monde Nia Jax, elle arrive, elle dit bon, bah hop, je veux au Rumble. Pourquoi il n'y a pas un mec qui lui dit ah non, au moins qu'ils lui disent non, 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 pour qu'elle dise si, si, si. Tu vois, enfin. Qu'elle lui mette un coup de pression à la limite. Un officiel serait sorti, elle lui aurait mis un petit coup de pression en mode écoute, tu m'interdis pas. Ça lui aurait rajouté encore plus à son personnage à la limite. Mais c'est vrai que ouais, non, là, c'était j'arrive, je me sers. Maintenant, personnellement, tu vois, comme je te disais avant, quand j'aime pas trop réfléchir quand je regarde du catch, là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais citer un petit peu le moment comme Niklas à WrestleMania 34. Je veux dire, moi, je vais mettre le moment Nia Jax dans la même catégorie. C'est des moments court terme. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'explication. Faut pas chercher vraiment trop à. Parce qu'après, beaucoup de personnes se sont plaints en mode ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une humiliation pour Nia Jax, et puis on n'a pas eu vraiment d'explication le lendemain, etc. Quelle humiliation? Mais oui, mais ça c'est ce que j'ai dit dans ma review d'ailleurs du Royal Rumble, que je pense que beaucoup de personnes se trompent totalement, dans le sens où c'est un honneur pour Nia Jax que d'être dans le Royal Rumble féminin. Ah bah, clairement, il n'y a aucune humiliation. La nana, elle a éliminé, elle a frappé des mecs. frappée par des hommes, etc. Dans le ring, elle s'est pris tous les finishes. Mais c'est un honneur, c'est un honneur. Excuse-moi, ma chérie, tu viens dans le Rumble de bien mecs. Sûr, tu attends quoi qu'on te mette une paillasse avec des fleurs et en te disant viens, on se fait des stus de cul? Mais ça, déjà, clairement, les fans n'ont pas compris que, clairement, je veux dire, pour une lutteuse, c'est super bien. Et c'est une belle mise en avant. C'est bien d'être mise en avant en étant dans le Royal Rumble masculin. Comme dit, avant ça, il y avait seulement 3 lutteuses dans l'histoire qui avaient fait ça. Donc, c'est quand même marquant. Maintenant, Marc-Henri. Maintenant, voilà, ouais, moi, je veux dire ça, je l'ai vraiment pris comme un truc. C'était un moment fun. Parfois, la WWE veut nous donner des moments fun où il n'y a pas d'avant et d'après. Et moi, ça, je l'ai pris comme ça. Et personnellement, j'ai adoré. Je suis d'accord pour le fun. Ouais. Comment dire, sans vraie répercussion, léger, etc. Mais il faut pas que ce soit au détriment de la logique et des règles qui sont censées être imposées et respectées dans différents cadres, et encore plus dans 2 cadres dans le même show. Et au-delà de ça, donc les femmes ont leur Rumble, les hommes ont leur Rumble. À la limite, en 99, donc il y a eu Chyna, qui était la première femme à participer à un Rumble 99. Ensuite, la seconde, c'était Beth Phoenix en 2008. 9. Les années, je saurais pas te dire exactement. Je sais plus. Et ensuite, il y a eu Karma en 2011 ou 12. Okay. Je sais plus. À l'époque, il n'y avait qu'un seul Royal Rumble. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on a un Royal Rumble de femmes. Pourquoi est-ce qu'une femme catch dans un Royal Rumble d'hommes? Si Nia Jax, elle gagne, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je me suis demandé. Ouais. C'est Jax Lesnar à WrestleMania. Et à l'inverse, est-ce que Orton, il peut se dire allez, l'année prochaine, fuck that shit, moi je vais me faire les gonzesses, comme ça je vais gagner le titre féminin contre Sasha Banks à WrestleMania 36. Enfin, c'est clair. Ok pour que ce soit du fun, etc. Moi je suis le premier à pas me poser de questions et être vachement plus surpris que bien des gens, parce qu'en fait j'y vais le cerveau éteint comme les gens,
comme les gens qui sont pas forcément fans de catch, et je me laisse porter par le truc. J'ai aucun problème à des angles comme WrestleMania de l'année dernière, comme tu as dit avec Nicholas. Voilà, des trucs qui payent pas de mine, qui sont juste sympas. Mais quand c'est au détriment de la logique et de tous les éléments qui s'articulent autour de la WWE actuelle et de son changement et au sein même d'un show, pour moi, ça passe pas. Parce que maintenant, explique-moi à quoi ça sert d'avoir un Rumble de femmes. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, tu vois, quand tu disais ça, ça m'a fait penser à un truc. Qui sait, peut-être que ça arrivera dans les 10, 15 prochaines années. Mais est-ce qu'un jour, on n'aura pas le droit à un Rumble mixte? Honnêtement, j'espère que ça n'arrivera pas. Parce qu'une fois de plus, ce serait au détriment de la logique. À moins que tu aies des petits freluqués contre des vrais badass. Genre un tout petit mec, genre moi, on va dire. Hein. Bon, je suis quand même catché contre Daniel Bryan en 2008, mais bon. Mais non, ce que je veux dire, c'est voilà, un gars qui paye pas de mine contre Ronda Rousey, why not? Encore que, après, c'est quand même très difficile Il y a de. très peu de femmes qui auraient la crédibilité pour pouvoir rentrer dans un match comme ça, quoi, c'est clair. Déjà, il y a très peu de femmes, et puis après, comment est-ce que tu gères l'égalité en termes de règles? Parce que malgré tout, je suis désolé, un homme qui met un coup de poing à une femme, enfin, là je parle de la courbe, comment ça s'appelle la courbe de. Bref, la courbe de la normalité, c'est-à-dire les choses en général. Un homme qui met un coup de poing, tu prends un homme au pif dans la rue qui met un coup de poing à une femme que tu prends au pif dans la rue, dans 98% des cas, la meuf, il l'envoie à l'hosto. Tu prends une meuf au pif dans la rue qui met un coup de poing à un homme, dans 98% des cas, il aura un petit peu mal, mais voilà, c'est pas grand-chose. Après, évidemment, comme je disais, il y a des mecs avec un physique bien moindre, et il y a des nanas qui sont des tueuses, genre Nia Jax, Ronda Rousey, des nanas qui ont plus de crédibilité, mais dans le gros du truc, c'est très compliqué à faire, parce que comment tu veux rester crédible? Et puis, toutes les fois où il y a eu homme contre femme, ça a toujours été mauvais. Toujours, toujours. Il y a jamais un exemple où du catch, du vrai catch mixte, pas du intergender ou on la protège un petit peu, genre Triple H et Rousey à WrestleMania l'année dernière. Bon, bah, Rousey la défonce, mais Triple H lui a jamais mis un coup de poing. Il n'y a pas de violence, parce qu'il y a aussi quand même une grosse distinction entre les coups et les prises de catch. C'est pour ça qu'on a pu voir un 619, un RKO sur Nia Jax. Mais Il y a eu un super kick, hein. Ouais, ouais. Dolph Ziggler lui a mis un super kick. Ah, écoute, elle l'a cherché, la meuf. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est. D'une part, c'est extrêmement très mauvaise idée au niveau business. Et en plus de ça, je pense que. Bah, je sais pas, on frappe pas une femme, quoi. On frappe pas une femme. Par contre, si elle cherche. Mais même à l'époque d'Austin, je sais pas si tu te souviens, à No Way Out 98, à la fin du match, le main event, là, le 4 contre 4, il y a Chyna qui fait un fuck à Austin, et Austin qui fait ah, ok, on y va, mais il lui fait un stunner, tu vois, il la frappe pas. Et il y a cette distinction move contre un coup que je pense c'est on pourra pas. Non, c'est vrai. C'est compliqué l'intergender wrestling. Si après voilà, tu vois, je veux dire moi il faut en fait que ce soit vraiment dans les storylines et que ce soit pas forcément des catcheurs en fait. Je vais te donner l'exemple. Moi, mon match préféré intergender de tous les temps, et je pense que quand je vais te le citer, tu sais de quoi tu sais clairement de quoi je parle de toute manière. Ouais. Attends. Vas-y, dis-le, je me mets à la caméra pour la réaction live. Ouais. Beulah McGillicuddy contre Bill Alfonso à la ECW. Bah oui. Je veux dire. Le bain de sang. Mais honnêtement, c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé regarder quand j'étais ado. Et c'est pas vraiment un match de catch, quoi. Je veux dire, là, t'as pas de prise limite, tu vois. Parce que c'est des spots, quoi. C'est des spots, on va dire, les uns après les autres qui sont enchaînés. Mais ce match est incroyable alors qu'on a deux non-catcheurs. C'est ça qui est marrant en plus, tu vois. Bah oui, mais c'est ça qui sauve le truc, c'est que il y a pas d'enjeu au niveau de la crédibilité parce que c'est un non-catcheur contre une non-catcheuse. Ouais. Mais Randy Orton contre Sasha Banks,
à qui tu vas faire croire que le mec ne la détruit pas en 8 secondes. C'est ça Non, le problème. C'est pour ça que manager contre une manageuse ou des trucs ou manager contre catcheuse, à la limite, ça passe plus ou moins. Mais à ce moment-là, c'est toujours dans l'optique, au final, de la femme qui a quand même une chance et limite qui gagne. Je veux dire, le but, c'est comme les matchs James Ellsworth contre Asuka, par exemple. James Ellsworth contre Asuka, ça passait. Parce que Ellsworth, il vaut rien. Et donc, voilà, on s'attendait pas à le voir faire mal à Asuka. J'aimerais t'y voir. Non, moi, il m'explose, bien sûr, mais c'est vrai que je suis sûr qu'il y a moyen, en fait, de trouver des manières que de nous donner ça un petit peu plus souvent. Et le fait de voir la WWE tenter ça avec Nia Jax lors du Royal Rumble, en tout cas, moi, j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est quand même une prise de risque. Et clairement, il y a une partie des fans qui vont tout de suite aller gueuler en disant « Ouais, on frappe pas les femmes ». Et il y a forcément une partie des sponsors qui vont pas aimer. Après, l'avantage, c'est que lors des pay-per-view, la WWE peut plus se lâcher que lors des shows Raw et SmackDown, où là, clairement, par contre, ils ont encore plus de guidelines. Voilà. Donc, on était à l'attaque de Nia Jax. Donc, ça, c'était le petit moment fun du match. Et après, on va passer aux 4 dernières personnes donc, dans le ring, qui étaient Braun Strowman, Seth Rollins, Dolph Ziggler, et le 4e, Marc Mero. Andrade. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai envie de dire que c'était Andrade. Mais je me trompe peut-être. Mais je crois que c'était les 4 derniers dans le ring. Ouais, je te laisse continuer avec ta vitelle. D'accord, très bien. T'es chaud là, t'es chaud. Mais écoute, au final, on s'est retrouvé très rapidement avec seulement Braun Strowman et Seth Rollins. Et donc là, voilà, moi, ça m'a un petit peu rappelé la dynamique de, comme toi, je pense, Chris Benoit Big Show, par exemple, de 2004. Ils ont tenté exactement la même élimination. Exactement. À la base, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire exactement le même spot? Mais au final, non, ça n'a pas été juste le type d'étranglement que Chris Benoit avait fait à l'époque. Donc là, on a eu Seth Rollins. Quel étranglement, attention. Oh. 2004 ou 2007? Sorry, dudes. Sorry. Et donc, en gros, c'était... Ah, c'est pas gentil. C'est pas... Et en gros, donc on a eu Seth Rollins qui a mis un super kick à Braun Strowman et après qui lui a mis un super kick dans les jambes. Et donc Braun Strowman qui est tombé dans toute sa splendeur, il s'est effondré au sol. Et donc Burn It Down, on a Seth Rollins qui va aller... Oh, qui va aller où? Il va aller à WrestleMania 35. Et comme on l'a appris, donc le lendemain, c'est pour affronter Brock Lesnar. Yes. Ben, très bien, on y sera. On y sera déjà, ouais. On y sera à New York. Franchement, je commence à avoir hâte d'être à New York. Rien que pour être à New York, en fait. Avec 14 super fans. Est-ce que je pense qu'ils te regardent sur la chaîne, hein. Ils regardent la vidéo, donc une fois de plus, on les salue chaleureusement. Non, c'est clair, je veux dire, bah là, on est quand la vidéo va être postée, on sera le 2 février, donc voilà, quasiment dans 2 mois, jour pour jour, c'est départ direction New York pour une belle semaine, quoi. Donc maintenant, on sait plus ou moins en plus quel va être le main event de la soirée, logiquement. Logiquement, on aura le droit au main event. On va être là, on va être à WrestleMania pour le premier main event féminin de toute l'histoire. Ouais, c'est... Ouais. Pour toi, ça doit vraiment être une torture. Non, bah, le main event, c'est par définition le match que les gens ont le plus envie de voir. Et effectivement, Rollins-Lesnar, les gens, je pense, enfin, moi il m'intéresse plus que Rousey contre Becky Lynch, mais voilà, pour la grande majorité, c'est Rousey qui intéresse plus les gens. Alors la question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce que ce sera un match à 2 ou à 3 avec Charlotte? Exactement, et le problème, c'est qu'actuellement, en fait, c'est la question que se posent même les journalistes américains. Parce qu'on aurait bien aimé pouvoir vous donner, en fait, les rumeurs actuelles, sauf que le problème, c'est qu'on a le Wrestling Observer et Dave Meltzer qui annoncent que ça va être un match à 3, et on a Pro Wrestling Insider et Pro Wrestling Sheet qui annoncent que ça va être un match à 2. Donc actuellement, en fait, même les médias américains ne sont pas sûrs exactement de ce qui va se passer pour le main event de WrestleMania 35, mais apparemment, en fait, la WWE va quand même garder simplement Becky Lynch contre Ronda Rousey, ce qui honnêtement me paraîtrait plus logique. Je préférais voir le match 1 contre 1, je pense, que le match à 3. Maintenant, je me trompe peut-être. Je pense que pour un main event, alors laisse-moi réfléchir, mon petit Ali. Pour un main event de femmes, je dirais que les risques sont limités et les moments qui pourraient faire exploser la foule sont accrus si elles sont 3. Ok.
Ouais, non, pour mais au moins planter les graines dans l'esprit des gens, comme quoi un main event de femmes, c'est quelque chose de tout à fait concevable, et peut-être après, sur les années suivantes, si l'occasion se représente, d'avoir un match 1 contre 1. Le... possible. Non, mais clairement, c'est ce que je te disais. Je ne sais pas si. Je dis que je suis pour le 1 contre 1, mais je ne suis pas sûr parce que, en fait, on ne sait pas trop. On est face à de l'inattendu. Et tu as raison. Je me dis que peut-être ce sera plus simple pour elle, en fait, d'occuper la foule et de sortir des gros moments si elles sont trois. C'est possible. Maintenant, moi, je m'imagine bien une ambiance vraiment type UFC, quoi. Je veux dire, on fait des grosses entrées. Ronda Rousey avec son entourage, Becky Lynch avec son entourage. On les met face à face tous les deux. On éteint les lumières dans le stade. On donne le micro au présentateur qui se met au milieu et on essaye de donner une vibes en fait, confrontation, gros match, main event à ce match. Je sais pas, on va voir, je suis curieux de découvrir comment ça va se passer. Maintenant en tout cas, voilà, c'est cool de voir que les femmes quand même sont arrivées à ce point-là en un an parce que il y a un an, tu m'aurais dit ce match-là, j'aurais rigolé. Aujourd'hui, moi, je fais partie de clairement ces personnes qui ont hâte de voir ce match parce que les deux lutteuses me hype totalement. Donc, non, c'est cool. J'étais quand même plutôt sur ta position à la base par rapport au catch féminin. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est beau de voir que les meufs vont quand même réussir à main eventer WrestleMania sûrement. Sachant que je vais dire le main event en face, c'est pas n'importe qui. C'est Brock Lesnar contre Seth Rollins quand même. Donc, passer au-dessus de Brock Lesnar contre Seth Rollins, c'est pas mal. Oui, mais alors, Lesnar-Rollins, moi, je me demande qu'est-ce que Rollins sera capable de faire que tous les autres n'ont pas réussi à faire depuis des années pour gagner le titre. Et je trouve pas la réponse à ça. Je sais pas, mais il y avait un abonné qui me parlait justement des F5 et qui disait que donc Brock Lesnar a porté 6 F5 à Seth Rollins ce lundi, mais malgré tout, en tout cas, il se relevait encore à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, il comparait ça à Roman Reigns lors de WrestleMania l'année dernière, parce qu'apparemment, lors de WrestleMania l'année dernière, Roman Reigns avait également pris 6 F5. Et Je sais pas, lui, parce que toi comme moi, je crois qu'on dormait pendant le main event, comme on, le on- reste de la foule. on suivait les beach balls, on suivait Ouais, on suivait les ballons de plage. c'est vrai. Mais je veux dire, oui, je pense qu'ils vont jouer justement sur ça. Sur au final, Seth Rollins va réussir à subir même ce que Roman Reigns n'a pas réussi à encaisser, tu vois. Et c'est Oui, pour mais ça. pour battre Lesnar, il faut non seulement survivre, mais il faut aussi arriver à le battre. Ouais, non, j'avoue que c'est pas un stomp ou deux qui vont suffire visuellement à battre Lesnar, quoi. Moi, je vois bien un stomp à travers des tables de la troisième corde, enfin un truc d'une violence obscène, tu vois. Ouais, Parce que ça serait pas mal. c'est le seul moyen pour que Lesnar reste par terre pendant 3 secondes. Une table en feu avec des punaises. Mhm. Tom Tag, Flaming Chairs. Chairs? Bah, je sais pas, il y en a une ou deux. Non, mais c'est vrai, il va falloir que. Bah, en tout cas, ils nous ont tellement vendu Brock Lesnar comme imbattable ces dernières années. Et je veux dire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la manière dont ils nous vendent Lesnar, en tout cas, ils le font bien. Tu vois ce que je veux dire? Dans le but où maintenant, je veux dire, pour Finn Balor à Raw, pardon. Pour Finn Balor à Raw, c'était un accomplissement que de pouvoir venir dire qu'il a tenu 10 minutes face à Lesnar. Et au final, quand tu regardes ça, je veux dire, c'est quand même bien joué. Je veux dire, ils te vendent bien le champion. Le champion aujourd'hui, maintenant, c'est carrément incroyable que de réussir à tenir 10 minutes face à lui. Donc voilà, Lesnar est buildé comme quelqu'un d'imbattable. Donc en tout cas, c'est clair. Rollins doit trouver un moyen visuellement impressionnant pour le battre. Mais en tout cas, ce que j'espère aussi derrière, c'est que vraiment, ça va lui donner. Il va pouvoir profiter de toute cette crédibilité en fait en battant Lesnar. Mais ce qui va gagner déjà. Rien n'est moins sûr, hein. Et c'est vrai que c'est ça le pire, c'est que déjà l'année dernière, on était persuadé justement que Roman Reigns, on Ouais. était persuadé l'année dernière que Roman Reigns allait gagner. Persuadé. Persuadé. Mais vraiment, c'est pour ça que plus personne ne suivait le match en fait dans la foule, parce qu'on voyait Roman Reigns se prendre des souplexes et des F5, et on pensait tous que de toute manière, à la fin, il allait réussir à se relever, faire un spear et gagner. Donc tout le monde avait arrêté de regarder le main event de WrestleMania, ce qui est quand même incroyable. Donc non, je pense que justement cette année, il y aura quand même plus de suspense. Mais, et surtout, les gens ont plus envie de voir Seth Rollins gagner en fait que Roman Reigns l'année dernière, je pense. Oui, ça c'est certain. Mais ouais, je sais pas. Je pense que c'est un casse-tête sur lequel ils sont déjà tous, je pense.
Comment construire un match pour que Lesnar perde de manière crédible, surtout que Rollins gagne de manière crédible, parce que gagner ce qu'on appelle en anglais un fluke, une victoire qui n'en est pas vraiment une victoire un peu volée, ça n'a aucun intérêt, pardon, et il faut surtout pas qu'il tente ça à WrestleMania. Donc ouais, le gros casse-tête, c'est comment faire perdre Lesnar, comment faire gagner Rollins sans que normalement clean de manière définitive. Non, c'est clair. Et tout ça dans un show de 7 heures où il faut faire en Oh sorte putain. de gérer les réactions de la foule, etc. Et on en avait parlé avec Yann, mais écrire et booker un WrestleMania, ça doit être incroyablement compliqué. Parce que... Je pense on va diviser le groupe là, des abonnés qui seront avec nous. Alors, on va diviser en deux. Il y a un groupe qui va faire la première moitié du show et l'autre la deuxième moitié. On peut pas regarder le show Et en le entier, lendemain, tu on vois. se fait un débrief. Ouais, voilà. On partagera. Ah voilà, non mais c'est clair. Non mais bon, je veux dire, moi honnêtement, même si c'était 7 heures, WrestleMania c'est quand même passé assez rapidement pour le 34 et Non, c'est clair. tu ne le sens pas passer. Honnêtement, je me suis pas ennuyé un moment pendant WrestleMania 34. Et ce qui était J'aimerais pouvoir dire la même chose. non, mais ce qui était d'autant plus drôle, en fait, et la folie, c'était après de rentrer à l'hôtel, mais surtout quand on est rentré en France. Parce que quand on est rentré à l'hôtel, on n'avait pas tout le temps Internet. Puis, je veux dire, t'es à la Nouvelle-Orléans, t'es aux États-Unis, tu te balades. On n'a pas passé beaucoup de temps à l'hôtel, toi et moi, à part pour dormir. Du coup, on n'avait pas souvent Internet, donc on pouvait pas trop voir. Dormir. Oui, oui. En plus, avec les problèmes des chambres à côté et tout, on dormait pas toujours. Mais je veux dire, Attends, alors je précise juste que l'année dernière, avec Ali, on était dans un petit hostel avec des c'est ça. voyageurs budget. Cette année, à New York, on sera dans un 4 étoiles. Donc C'était pas la même préparation du tout. voilà, on vous emmène pas dans un truc pourri, hein, ceux qui venaient avec nous. On ira dans un 4 étoiles en plein cœur de Manhattan. Donc Ouais, rassurez-vous. cette année, c'est un voyage organisé en groupe. L'année dernière, c'était un voyage de 2 potes qui s'y ont pris 10 jours avant parce que Daniel Bryan annonçait qu'il effectuait son retour dans les rings. Donc c'était un coup de cœur, un coup de folie, mais parfois il en faut. C'est ça le truc aussi. Je ne suis qu'un pote pour toi. Je pensais être un ami, moi. Best friend, my bro, my best friend. Mais Ah bon. non, je veux dire, on avait. Et qu'est-ce que je disais à la base par rapport à ça? J'ai oublié. Non. Oui, en fait, on pouvait pas trop voir l'avis des fans, ce qui fait que moi, honnêtement, en fait, quand je suis rentré ici et que je suis allé un petit peu sur les forums, etc., j'étais limite super choqué en fait de voir à quel point les gens n'avaient pas apprécié WrestleMania 34. Et c'était assez unanime. Les personnes qui ont regardé WrestleMania 34 à la télé n'avaient pas trop apprécié le show. Et c'est là qu'en fait, c'est vraiment drôle parce que bah, si vous n'avez pas apprécié WrestleMania 34, sachez Il y a ton ordi qui gigote, j'ai l'impression qu'il perd en stabilité. Sachez que nous, en tout cas sur place, bah, c'était incroyable. Je veux dire, même un mauvais WrestleMania n'est pas mauvais sur place. C'est pas mais c'est possible. clair. Tu t'amuses trop. Avec les entrées des catcheurs, 75 000 personnes dans la salle. Visuellement, les gars, on voit même pas. Il n'y a aucun événement proche pour moi ou ressemblant en Europe. C'est aussi simple que ça. Allez me trouver un endroit où tu remplis 75 000 personnes et où c'est aussi beau visuellement. Il y a quelques grands concerts, honnêtement. Le concert des 50 ans de Johnny en 1993 au Parc des Princes. J'allais parler de quelques grands concerts comme ça, c'est ça. Il y a quelques grands concerts parfois où ils vont investir massivement, mais même, honnêtement, t'as pas les chants au concert de Johnny, tu vois ce que je veux dire? T'as beau avoir des personnes qui vont gueuler, c'est clair, t'as pas l'organisation des fans de catch. T'as pas des personnes qui vont chanter sans arrêt pendant 7 heures et quand au bout de 7 heures, ils ont plus la force de chanter, bah, ils vont te sortir les Beach Balls. Donc non, WrestleMania, c'est entertainment pur du début jusqu'à la fin. Mais c'est clair qu'on s'en rend compte après le premier WrestleMania qu'on a fait. Toi, c'était ton premier, hein? Oui. Le catch n'a aucune importance à WrestleMania. Non, aucune. Quand tu te souviens de WrestleMania, tu es presque incapable, j'ai envie de dire, de vraiment hiérarchiser la qualité des matchs, quoi. S'il y avait des grosses daubes, effectivement, tu dis, ouais, bon, ça, je suis allé pisser, j'ai pas eu tort. Ou alors quand il y a un truc exceptionnel, tu t'en souviens. Mais sinon, quand tout était plus ou moins sympa, correct, bon, le WrestleMania de l'année dernière, pour moi, tous les matchs, c'est les mêmes, sauf l'interaction Triple H Ronda Rousey, où là, c'était mon cerveau explosé, quoi. Mais sinon, tout ça pour dire que WrestleMania, c'est pas un show de catch. Et combien j'en ai fait? Bon, on s'en fout. Disons 7 ou 8. J'ai remarqué que presque systématiquement, ce que nous, on a vécu, c'était toujours l'opposé des avis que les gens vont poster sur Internet. Et c'est très étonnant, quoi. Je me souviens, WrestleMania 27 en 2011 à Atlanta.
c'était un peu décevant. Et à l'époque, les gens, ils avaient beaucoup aimé. Bon, il y avait Triple H Undertaker qui était génial. Ou alors, à l'inverse, comme tu as dit, le WrestleMania de l'année dernière, on a passé un super moment, quoi. C'est la fête, c'est l'avant, le pendant, l'après. C'est trop bien. C'est pas un show de catch, c'est une bulle pendant un week-end. Il y a tout qui s'arrête et on vit que pour ça. Et les gens qui ne sont pas, qui ne vivent pas à WrestleMania, forcément, eux, ils lisent et ils interprètent le WrestleMania à travers leur grille de lecture de show de catch. Sauf que c'est comme les heel turns et les face turns pendant un Royal Rumble, ça n'a plus raison d'être. C'est transcendé par le cadre. Et ben WrestleMania, c'est la même chose. C'est que ce soit du bon catch ou du mauvais catch, ou du très bon catch ou du très très mauvais. À la limite, on s'en fout parce qu'on est là. Il y a l'ambiance, il y a les musiques, il y a les lumières, il y a tout ça. Et il y a surtout le fait de savoir que nous, on est là, comme tu as dit, 70, 75 000 personnes. Et ceux qui ne sont pas là, eh ben, ils sont pas là. Donc on est les seuls au monde à vivre cette expérience parce que des concerts de Lady Gaga et compagnie, c'est des tournées. Donc si tu la vois pas à Paris, tu pourras la voir à Berlin, tu pourras la voir à Miami, tu pourras la voir à Singapour. Mais WrestleMania, si tu le vois pas, tu fais partie de cette petite poignée de gens, enfin une grosse poignée, de plusieurs dizaines de milliers de gens, mais qui ont eu la chance de vivre un truc que personne d'autre ne pourra revivre s'il n'était pas là. C'est clair, c'est clair. Mais justement, en plus, je commence à avoir un petit peu peur par rapport à ça. En tout cas, je suis content d'y être allé l'année dernière parce que apparemment, c'est possible que l'Undertaker n'apparaisse pas à Ah WrestleMania. bah j'espère qu'il apparaît pas. Hein. Ouais, et moi je vous avoue que comme je l'ai dit avant avec Yann, on s'est chauffé l'année dernière d'abord à cause du retour de Daniel Bryan, mais moi honnêtement l'autre chose qui m'avait vraiment motivé, c'était le second facteur, c'était l'Undertaker, parce que j'avais toujours rêvé durant ma vie vivre l'entrée de l'Undertaker au moins une fois en live, parce que voilà l'Undertaker, la première fois que je l'ai vu, c'était en 94, j'avais 5 ans, et c'est un moment mythique pour les gens de ma génération. Yann avait eu la chance de le voir déjà 5-6 fois, mais Ah bon mais je veux dire, non, moi, il me fallait, en tant que fan, il me fallait ça. Et honnêtement, on a bien fait parce qu'apparemment, c'est possible qu'il n'ait pas de match l'année prochaine, enfin cette année. Et cette entrée, même si le match n'était pas génial, blabla, comme on l'a dit, c'est pas la qualité du match qui comptait. Ouais. Et au contraire, tout le build-up avec John Cena, etc., pendant tout le show était vraiment intéressant et divertissant. Donc, non, c'était super d'avoir vu l'Undertaker. Moi, je restais persuadé l'année dernière que Cena Undertaker, ce serait le dernier grand match de tous les temps. Ouais, exactement. Et grand match qu'on n'a jamais eu. Et là, ils nous ont filé cette daube. Moi, franchement, je l'ai encore en travers de la gorge. Depuis ce match, je veux plus voir l'Undertaker. C'est terminé. Non, mais je l'ai vu contre Shawn Michaels. Je l'ai vu contre Shawn Michaels en 2010. 2011-2012, je l'ai vu contre Triple H. 2013, il était contre CM Punk. Et 2014, il a perdu contre Brock Lesnar. Donc, voilà, j'ai pu voir la grandeur de l'Undertaker, mais depuis ce qu'ils ont osé faire, enfin, pour moi, c'était une insulte pour les fans de catch, ce qu'ils ont fait. Non, c'est ça qu'on peut comparer en fait Yann et moi. Lui qui a fait 6-7 WrestleMania, il a vu en fait le grand Undertaker en live, donc c'est clair qu'à ce moment-là, ça fait bizarre de voir l'Undertaker perdre et seulement, enfin gagner, mais en 3 minutes contre John Cena. Moi qui n'avais jamais vu l'Undertaker en live, son match au final ne m'a pas gêné plus que ça, parce que voilà, littéralement, j'étais comme un gamin dans le stade pendant son entrée. Mais alors littéralement, j'avais éteint ma caméra, etc. parce que je souhaitais pas filmer, je voulais juste vivre le moment. Bah, tu t'en foutais, il y avait Yann Colby à côté de toi qui filmait tout, et puis après le voyage, tu pouvais dire tu peux me donner les 600 gigas Mais non, mais parce que Yann en plus, c'est vrai que je lui avais dit, je veux dire, lui, comme il en avait vécu plusieurs, c'est vrai qu'il filmait plus pendant les shows, et moi j'essayais vraiment en fait de vivre l'expérience, quoi. Mais ouais, entrée de l'Undertaker, maintenant je peux plus vous le dire et que c'est à vivre au moins une fois dans votre vie parce que il fera plus beaucoup de matchs. Mais c'est clair que c'était quelque chose à voir. C'était quelque chose à voir. Bon, on a terminé sur le Royal Rumble. Je pense qu'on a terminé avec le podcast en lui-même, non? Parce que ça fait combien là qu'on shoot? Ça fait 1h40. On va juste dire un petit mot sur les départs, peut-être. Ouais, vas-y. Donc juste pour ceux qui au cas où ont raté les news, on va commencer par le départ le moins important. Mais donc d'abord, début de semaine, il y a Hideo Itami qui a demandé en fait à être libéré de son contrat aux officiels. Et apparemment, les officiels de la WWE ont accepté. Donc c'est en cours. C'était pas signé encore hier, mais apparemment c'est en cours. Hideo Itami a quitté la WWE. D'ailleurs, tous les catcheurs de la WWE l'ont remercié sur Twitter. Il a changé son nom en Kenta. Et en fait, apparemment, il va clairement retourner au Japon. Parce que selon son contrat, en fait, c'est bien spécifié qu'il n'a pas le droit directement de relutter aux États-Unis, mais il va pouvoir aller lutter au Japon. Donc logiquement, on va avoir Kenta dans les prochaines semaines, soit à la Noah, soit s'il ose prendre un petit peu des risques,
potentiellement à la New Japan. Donc l'interdiction des 90 jours n'a pas d'effet si c'est dans un autre pays? Apparemment, au Japon, non. Ok. Apparemment, au Japon, il pourrait catcher directement. Donc, à voir. Donc, Kenta a changé de pays, ce n'est plus en valeur. C'est ça. Exactement. Et, Très ouais. bien. Ensuite, il y a qui? Il y a Ambrose, la compote de fruits. Pour tous Ou ceux tu voulais qui... garder pour la fin, lui? Non, bah, c'est les deux seuls, je pense qu'on n'a pas eu d'autres Ok, débats. ouais. Non, bah, non. Bah, je sais pas si tu as vu, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne hier par rapport Yes. à un petit détail de la promo de Raw qui me fait penser que je suis pas encore sûr à 100%, même si effectivement tous tes potes là, Meltzer et compagnie, ils sont certains à 100% que Tous les journalistes américains disent que c'est avéré. tous disent que c'est sûr à 100%. Moi, cette promo, je la trouve trop chelou pour qu'elle ait eu lieu pour rien. Ouais. Moi, surtout que d'après les journalistes américains, ils disent que les scénaristes n'étaient même pas au courant que Dean Ambrose avait prévenu en fait de son départ. Bah oui, mais Ali, évidemment, à qui demande ça? Aux scénaristes. Donc les scénaristes ils vont dire ah bah non, on savait pas. C'est Donc, comme, ouais, c'est comme si tu dis ah Ziggler nous avait dit qu'il serait pas au Rumble. Bah oui, bah bah, force d'ailleurs, est de constater qu'il faut pas toujours prendre tout pour argent comptant quoi. j'ai vu une interview hier soir de Ziggler, mais je ne sais plus où c'était, où Ziggler dit qu'apparemment, en fait, il comptait réellement ne pas être au Rumble quand il avait fait cette interview, et que c'est les officiels qui l'ont appelé le week-end même. Mon cul, l'interview c'était la veille. Ouais, donc voilà, encore une fois, tu ne sais. Impossible. Mais Ziggler, lui, maintenant, ce qu'il dit, c'est que non, moi j'avais parce qu'en fait, quelqu'un lui a dit, t'étais censé être en pause. Et écoute, il a dit, je crois que mes patrons ne savent pas ce que c'est une pause. Mais oui, moi je voulais ne pas être au Rumble, c'est mes patrons qui m'ont rappelé. Donc va savoir ce qu'il raconte. En tout cas, je veux dire, c'était très, comme je l'avais dit dans ma review, c'était un petit peu nul ce qu'il a fait Ziggler. Parce que, à la limite, c'est cool d'annoncer que tu viens pas si c'est pour venir et remporter le Rumble. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est pour venir et se faire éliminer exactement comme l'année dernière, c'était vraiment une fake news pour rien, au final, je trouve, Ouais, pour hyper rien, en fait. Mais donc, oui, voilà, en fait, cette semaine, on a appris que Dean Ambrose aurait demandé également. Ah, mais en fait, c'est vachement mieux quand tu t'approches du micro. Ah bon? Bah mais il n'a pas demandé à être libéré, tout simplement. En fait, il a expliqué qu'il refusait un nouveau contrat. Ouais. Donc, le contrat de Dean Ambrose prend fin en avril, apparemment après WrestleMania 35. Et il a expliqué aux officiels qu'il refuse un contrat, qu'il refuse catégoriquement de renégocier ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas une question d'argent. En fait, d'après ce que disent les journalistes américains, il en a tout simplement marre. Il n'a pas aimé la manière dont il a été utilisé ces dernières semaines et la trajectoire qu'a pris son personnage, en fait. Donc voilà, ce serait un ras-le-bol de Dean Ambrose. Et comme l'a dit Yann, en tout cas, actuellement, tous les grands journalistes américains sont persuadés que c'est la vérité. Donc, si c'est un work, si en fait on découvre que c'était un angle et une storyline de la part de la WWE, ce serait très bien joué. Potentiellement, ça pourrait être une très grosse surprise. Bah ouais, c'est ce que. Bah, on va conclure là-dessus. Dans la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, j'ai simplement dit que je me pose des questions. Je tends plus, comme tu dis, vers la légitimité du truc. Mais je me pose quand même quelques questions et on va voir que devient Dean Ambrose dans les 2, 3, 4 semaines à venir. Et puis, suivant comment son personnage est géré, bah là, on en saura plus, quoi. Ouais, c'est ça. Il faudra voir dès le prochain Raw parce que moi, comme je l'ai dit à Yann, je vois pas trop l'intérêt de miser sur Dean Ambrose encore jusqu'à WrestleMania si justement il part après. Logiquement, moi, si je suis un patron et que je sais que mon élément, un de mes meilleurs éléments va partir, je le mets plus à l'écran. C'est comme ça, en fait. Tu essaies de faire perdre sa valeur parce que tu sais qu'il va sûrement aller chez un concurrent. Donc, si Dean Ambrose apparaît à Raw lundi, moi, personnellement, j'aurais du mal à croire que ce soit réel, tout ça. Maintenant, X-Pac, hier, dans son podcast, disait que en fait la WWE a déjà annoncé le départ et a confirmé tout ça parce qu'il souhaite montrer du respect envers Dean Ambrose. Dean Ambrose, c'est pas n'importe qui. C'est une des top stars de la WWE et la WWE espère pouvoir le réamener un jour. Donc en fait, selon X-Pac, c'est pour ça. Ça veut dire que si tu n'es pas une star, tu n'as pas le droit d'être respecté. C'est un peu ça. C'est en mode les superstars vont avoir un autre traitement. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un angle parce que la WWE l'a justement annoncé et que si c'était pas un angle, ils l'auraient pas confirmé sur leur site internet. Mais il faut savoir que ça, c'est faux parce que c'est pas la première fois que la WWE confirme un départ 2-3 mois à l'avance. L'autre jour, un journaliste américain avait fait un article où il a donné 10 exemples similaires. Je me souviens plus que des anciens, mais je veux dire, déjà pour Macho Man, ils avaient fait ça. Déjà pour Diesel, ils avaient fait ça. Et même pour des noms plus récents dans les années 2000, c'était déjà arrivé que la WWE annonce 2-3 mois à l'avance. Écoutez, le contrat va prendre fin. Et en fait, le journaliste a surtout prouvé dans cet article que c'était toujours vrai.
C'était toujours vrai. Donc ce serait une exception pour Ambrose si jamais c'est un angle. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. On n'a pas plus d'infos que vous. On suit, wait and see. Je veux dire, il faut suivre. Wait and see. Bon, je te laisse conclure, remercier tous les gens. Bon, moi je le fais maintenant, donc merci d'avoir regardé le podcast jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui, depuis la dernière fois, s'étaient abonnés à ma chaîne Wrestling Clinic. Et puis, a priori, on se retrouve la semaine prochaine où on va parler plus de Raw et SmackDown, parce qu'il n'y a pas de pay-per-view. Là, c'était priorité au pay-per-view. Semaine prochaine, Raw, SmackDown. Puis, je pense qu'on aura pas mal de choses à débriefer sur Dean Ambrose, sur, j'espère, la présence d'Asuka, peut-être sur le 4e SmackDown qui commence avec une interview de Becky Lynch. Bref, que des réjouissances. Déjà, merci à toi, Yann. Et d'ailleurs, par rapport à la semaine prochaine, j'espère qu'on pourra parler de Kenny Omega. Parce que pour info, en fait, le prochain événement de la AEW est le 7 février prochain. Donc, dans moins d'une semaine, en fait, ils font le lancement des billets pour Double or Nothing. Et ils ont promis une annonce lors de ce petit événement qui aura lieu à Las Vegas. Et il faut savoir, pour ceux qui regardent Being the Elite, qu'en fait, donc les Young Bucks et Cody Rhodes avaient un compte à rebours sur leur téléphone dans la série qui s'arrêtait le 1er janvier, le moment où en fait ils ont annoncé la création de la AEW. Et Kenny Omega, en fait, lui, depuis, ça fait 1 mois qu'il avait perdu son portable. Du coup, en fait, il disait, écoutez, moi, je sais pas où je vais parce que j'ai perdu mon portable. Kenny Omega vient de retrouver son portable lors du dernier épisode de Being the Elite. Et en fait, il y a un compte à rebours qui mène justement à la date du 7 février. Donc, logiquement, si c'est pas une feinte, j'imagine que la semaine prochaine, en fait, on aura l'annonce de Kenny Omega à la AEW. Ce que moi, j'avais déjà dit, j'en étais persuadé depuis le début. Je veux dire, il n'y avait aucun doute dans ma tête. Donc, potentiellement, la semaine prochaine, on parlera aussi un petit peu de la AEW. Oui, mais on ne pourra pas débriefer parce que moi, je pars pour le boulot à Bali vendredi matin. Ah, donc il faudra qu'on enregistre. On pourra parler que de Raw et SmackDown. D'accord. D'ailleurs, AEW sera dans 2 semaines. Alors. Quand on va se faire le podcast spécial Elimination Chamber, je le ferai au milieu des cocotiers. Ah, j'ai hâte. Tu m'enverras un petit peu de soleil et de vacances. Mais oui. ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, on fera celui de l'AEW dans 2 semaines. Les embruns sur ta belle crinière. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi le podcast. Comme vous le savez, en fait, je voulais annoncer en début de semaine, malheureusement, j'ai cassé mon ordinateur. Donc Catch Club va un petit peu être au ralenti pendant les 2-3 prochaines semaines. Je vous demanderai à tous d'être... merci de votre compréhension, en tout cas, sur les réseaux sociaux et tout. Et donc, comme on vous l'a dit, chaque samedi maintenant, un podcast Catch Club avec Yann de Wrestling Clinic. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'ailleurs aux 2 chaînes, et de cliquer sur les petites cloches pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!